Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je vous avais promis une discussion passionnante avec Sébastien Kopp, le cofondateur de la marque Veja. Mais une carte mémoire capricieuse me donne du fil à retordre. Heureusement, j'essaie d'avoir un podcast d'avance, donc je peux échanger avec vous ce podcast avec ma discussion avec Bruno Lévesque, donc le jeune fondateur de PrestaShop. PrestaShop, pour ceux qui ne connaissent pas, est une plateforme qui permet de créer un site marchand en quelques clics et d'accompagner ce site jusqu'au sommet. Bruno a fondé PrestaShop il y a tout juste 10 ans, en mai 2017 donc, et la technologie est devenue l'un des leaders mondiaux, avec 5 bureaux dans le monde aujourd'hui, plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et une troisième levée de fonds annoncée récemment de 9 millions d'euros. PrestaShop est donc définitivement l'un des acteurs sur lequel il faut compter dans le e-commerce. Bruno, lui, est désormais installé à San Francisco, d'où il préside PrestaShop de manière non opérationnelle. Cela dit, il est toujours très actif dans l'entreprise, donc nous allons moins parler de cuisine interne sur cet épisode, mais plus de l'aventure de Bruno, qui a été toujours très précoce. Première ligne de code à 7 ans, premier site à 12, première société dès la sortie d'Epitech. Donc voilà, je vous propose comme d'habitude un échange franc et direct, et j'essaye de récupérer mon épisode avec Sébastien, sinon on le tournera de nouveau. N'hésitez pas à partager si ces discussions vous plaisent, c'est grâce à vous que ce podcast progresse, donc je vous en remercie, je vous laisse à vos écouteurs avec Bruno Lévesque et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, nous sommes aujourd'hui donc avec Bruno Lévesque, qui est le fondateur de PrestaShop. Bonjour Bruno. Enchanté. C'est la première fois qu'on se rencontre. On a échangé depuis San Francisco, où tu es désormais basé. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bien sûr, donc Bruno Lévesque, donc je suis le cofondateur de PrestaShop. J'ai cofondé PrestaShop il y a une dizaine d'années et j'habite maintenant dans la Silicon Valley. D'accord. Et alors ton parcours avant PrestaShop, c'était donc un parcours d'ingénieur, je crois. Oui, alors ça a commencé très jeune en fait. J'ai eu la chance quand j'avais 7 ans d'apprendre à programmer. 7 ans, d'accord. Pour les anciens, à l'époque, c'était un langage qui s'appelait le QBasic. D'accord. Et donc, je programmais des petits jeux et de fil en aiguille. Sur quel ordinateur c'était ? Donc, à l'époque, c'était un 486 DX25, donc un PC, un classique. Mais donc, beaucoup de chance. Et donc, c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Tu es né en quelle année ? Donc, je suis né en 1984. J'ai 33 ans. D'accord, ok. Donc c'était vers 91 ou... Ok, très bien. Exactement. Et donc quelques mois plus tard, finalement, Internet commence à arriver dans les foyers français avec les premiers modems. Et donc là, je développe mes premiers sites web. Donc à l'époque... En quelle année ? En 96, 95. D'accord. Donc à l'époque, c'était un langage de programmation qu'on appelait le Perl CGI. À 12 ans ? Oui, alors c'était vraiment ma passion. Je passais mes jours et mes nuits. Une petite anecdote, en fait, en cours à l'école primaire, je rédigeais mes programmes sur mes cahiers de classe, et quand je rentrais chez moi, je fonçais sur l'ordinateur pour les recopier et voir ce que ça donnait. Donc c'est une passion qui a en effet démarré très jeune, et je savais que je voulais faire ça plus tard. D'accord, une vraie vocation. Et t'avais des amis du coup, ou c'était J'avais beaucoup d'amis qui aussi étaient très passionnés d'informatique, forcément. Et donc oui, on programmait ensemble, la bande de geekos du collège et... En effet. D'accord, très bien. Et donc du coup ça t'a suivi jusqu'au bout. Et à quel moment t'as fait des sites internet en fait au début? Tes premiers sites, c'est quoi? C'est des sites qui sont utiles à des gens? C'est de la visite? Alors en fait, je suis très intéressé par le contact humain. D'accord. Et donc tous mes sites ont toujours eu un aspect communautaire. Donc j'ai fait un premier site sur les jeux vidéo qui regroupait une communauté d'à l'époque 500 membres, donc en 96. Donc c'est vraiment pas mal, ouais.
assez vieux. Et en fait, j'ai commencé à faire d'autres sites également, des portails pour les 15-25 ans, où je montais une petite équipe rédactionnelle, ce genre de choses. Et en 2001, j'ai lancé un site communautaire de pronostics sur la Formule 1. D'accord. Qui a rassemblé 6000 membres dans différentes langues. Et donc, c'est vraiment là que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est grâce à la revente de ce site que j'ai cofondé PrestaShop, en fait. D'accord. Et juste quand tu montes des sites en 97, en France, en français, il y en a pas beaucoup d'autres, 96, 97, enfin t'as une toute petite communauté. Alors à l'époque, en fait, en plus, il y avait très peu d'hébergeurs, hein. Il y avait un hébergeur communautaire qui s'appelait Migal, qui est devenu Multimania. Oui. Et donc très belle boîte à l'époque qui proposait d'héberger son site gratuitement en échange de publicité. Et en effet, il n'y avait pas beaucoup de trafic. Donc c'était important justement de miser sur le côté humain et de faire un contenu de qualité pour que les gens aient envie de revenir. Surtout qu'à l'époque, Internet était payant, on payait à la minute. Oui. Donc les gens avaient envie d'avoir du quality time, comme on dit. Voilà. Et c'est un bon héritage d'ailleurs à avoir derrière, d'être sûr que parce que même s'ils payent pas aujourd'hui, ils ont pas envie de complètement glander sur des trucs qui sont nuls, quoi. Mais super. Et du coup à l'époque, en face de toi, ou enfin je dis en face, pas forcément des concurrents, mais tu avais des gens peut-être qui sont aujourd'hui ou que tu connaissais, que tu rencontrais, qui sont connus, j'imagine, aujourd'hui, ou des entrepreneurs? Alors à l'époque, il y avait des mastodontes comme jeuxvideo.com, hein, qui existait déjà depuis, je crois, 99, depuis très longtemps. Ouais. Très belle success story, mais que je connaissais pas. Et au contraire, en fait, tout ce monde du web me fascinait. Et plus on s'approchait des années 2000, où il y a vraiment eu un envol, plus j'étais fasciné par justement ces sites, mais surtout les entrepreneurs qu'il y avait derrière et comment ils avaient pu avoir l'idée et l'exécuter ensuite. Et donc, comment s'appelait ton premier site internet, tu te souviens? Alors, ça s'appelait juste jeux vidéo, c'était multimania.com/jeux vidéo, tout simplement. D'accord. Et je crois que ça s'appelait Gameland. The Gameland. Voilà. Ok. Et donc, tu fais ça en 96 ou 97, par là? 96. D'accord. Donc, t'as 12 ans. Et après, donc, jusqu'à 2001, où tu revends ton premier site, c'est ça? Alors, quelques années plus tard, j'en ai eu plusieurs en parallèle. D'accord. Et en fait, à 12 ans, donc je commençais à apprendre d'autres langages de programmation, pas encore le PHP, mais presque. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que je voulais faire du web et de l'informatique, mais que je voulais en faire mon métier. Et donc à partir de 13, 14, 15 ans, je me suis dit que le plus vite possible, il fallait que j'intègre une start-up. D'accord. Et c'était devenu mon objectif numéro 1. Et donc à 15 ans, je crois que j'étais en dernière année de collège, j'ai envoyé une quarantaine de CV en fait à plein de startups. Ouais. Et à l'époque, ça a pullulé, il y avait c'était florissant. Et il y en a une qui m'a accepté, et donc qui s'appelait leguide.com, qui était une des futures pépites du net, mais à l'époque qui n'était pas encore très connue. Et donc j'ai rejoint cette boîte finalement quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans, et je suis resté là-bas 5 ans en parallèle de mes études. Donc tu travaillais le soir, le week-end Soir, week-end, vacances scolaires, et puis dès que je pouvais, j'effectuais des stages un peu plus longue durée avant de devenir employé en fait chez eux. Moi ça me fascine et je trouve ça intéressant. Il y a absolument pas de dédain dans ce que je veux dire, mais t'étais quand même absolument un nerd total, quoi. Oui, en fait, ça fait sourire mes amis quand je leur raconte que, voilà, j'aimais bien ce que j'apprenais à l'école, mais je voulais vraiment passer un maximum de temps sur mon PC et à développer. Et donc souvent, j'étais sur mon PC jusqu'à 2, 3, 4 heures la nuit, parfois avec mon ordinateur portable sous la couette. Entre 5h30 et 6h30, je faisais mes devoirs. Et puis je partais au collège, au lycée, j'enchaînais jusqu'au soir où je revenais, j'étais à nouveau sur mon PC. Et donc en fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est une vie d'asocial, mais en fait, j'étais très connecté, j'étais archi connecté avec, à l'époque, il y avait des réseaux comme IRC ou autres, avec de grandes communautés. Et au final, on se retrouvait dans la vraie vie tous les 3 mois, tous les 6 mois. T'es à part dans un monde, mais surtout, ce qui est délirant là-dessus, c'est que t'es à part dans un monde. Tu remets ça en 97-2000, le monde extérieur a du mal à comprendre. Et eux, ils pensent que t'es asocial. Mais toi, potentiellement, je sais pas si tu t'en rends compte d'ailleurs à ce moment-là, mais tu sais que finalement, c'est pas le cas.
Non, en effet, je pense que je m'en rendais compte et j'avais surtout pas envie d'avoir cette image de geek un peu austère qui est derrière son écran tout seul. Et donc, je faisais quand même pas mal d'activités, mais oui, c'est vrai que c'était inhabituel. Et tes parents, ils étaient pas inquiets ? Déjà, ils se rendaient pas forcément compte de tout et je pense du temps que je passais. Et puis après, c'était probablement un mélange d'inquiétude et de fierté. Ton gosse qui a 14 ans qui se réveille le matin avec des cernes comme ça, c'est... Non, mais je pense que c'était une vie d'adolescent, voilà, qui était à fond et qui vivait sa passion peut-être un peu trop, mais bon, au final, je pense que je regrette vraiment pas une minute d'avoir investi autant de temps. Je pense que c'était. Et ça va, tu te portes bien. Il y a pas je veux dire physiquement, il y a pas un moment où t'as grossi, où t'as machin à force d'être, je veux dire inactif physiquement. Alors non, je faisais quand même quelques activités. Je faisais du tennis, j'adorais courir, je faisais pas mal de cross. D'accord. Je faisais du vélo. Non, donc c'était pas l'image qu'on peut avoir d'un geek, mais non. D'accord. Et alors là-dessus, ta première monétisation, si j'ai envie de dire, en ligne, c'est quoi? Tu te souviens? Alors c'était en 1996 ou 1997 sur ce fameux site de jeux vidéo. À l'époque, il y avait les premières régies publicitaires qui sont apparues. Donc je sais plus si c'était Double Click ou Canada ou autre. En France, il y avait une très belle régie qui s'appelait Comclick. Ouais. Et donc des bandeaux publicitaires sur mes différents sites. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de démarrer. Et même si à l'époque c'était quelques dizaines ou centaines d'euros par mois. De francs? Sûrement de francs en effet. En fait, pour moi, c'était magique et je pense que pour un ado, en fait, gagner son premier euro ou son premier franc, c'est quelque chose dont on se rappelle probablement toute sa vie. Mais donc, t'avais une boîte ou... Non, c'était alors. Il y a prescription, le fisc pour appeler pour tomber dessus, mais. Soit c'était en direct. En l'occurrence, je déclarais mes revenus à l'époque. D'accord. Déjà. Ok. C'était en direct en particulier et ensuite j'avais également créé une asso loi 1901. Donc pour ce fameux site de pronostic sportif qui était vraiment un but non lucratif. Ouais. Et j'en ai également lancé une deuxième qui m'a permis de faire de très belles rencontres justement grâce aux gens du net, qui était une association d'hébergement associatif et qui proposait justement à des petits commerçants ou des entrepreneurs d'héberger leur site pour quelques euros par mois, mais vraiment à prix abordable. Et donc les serveurs étaient du coup chez toi? Alors les serveurs n'étaient pas chez moi. Le premier serveur était chez moi, mais très rapidement, je me suis rendu compte que ça faisait du bruit et que ça consommait beaucoup d'électricité. Ouais. Et donc on les a mis en fait à l'époque dans un data center. Donc c'est un grand centre de données à Paris. Et à la fin, on en avait quand même une bonne vingtaine. Donc, d'accord. Et du coup, en revanche, tu avais une consommation d'internet chez tes parents qui était phénoménale, non, j'imagine? Oui, alors ce qui était assez amusant, c'est que très rapidement, mes parents avaient mis un point d'honneur à ce que je paye toutes mes communications téléphoniques. D'accord. Donc chaque minute était comptée. Et donc en effet, à chaque fois que je passais quelques heures sur le web, jusqu'à au moins dans les années 2000 ou 2002, où ensuite c'est devenu beaucoup plus simple avec la DSL, mais en effet, ça me coûtait pas mal d'argent. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, on peut constater déjà que tu t'apprenais autant un métier d'ingénieur, mais quand même des bribes d'entrepreneuriat. Oui, alors en fait, je voulais absolument monter une entreprise à terme, mais j'avais vraiment pas d'idée. D'accord. Et ça, c'est un peu gênant quand on aspire à être entrepreneur, mais que c'est le vide sidéral. Et du coup, j'ai rencontré pas mal de gens qui m'ont aiguillé et qui m'ont dit c'est normal, prends ton temps, ça va venir. Essaie de te forger une expérience auprès justement de mentors. Et j'ai eu beaucoup de chance en rejoignant leguide.com, justement d'être très bien entouré. D'accord. Non seulement par les fondateurs qui sont finalement devenus cofondateur de PrestaShop, d'accord, mais également par d'autres acteurs qui étaient dans les mêmes bureaux, des business angels, d'autres entrepreneurs qui m'ont accompagné, qui m'ont suivi. Et du coup, alors, tu rejoins le guide en 2001 ou non 2000, d'accord. 99, en parallèle, tu continues tes sites à toi. Tout à fait. Donc tu es à la fois lycéen. Lycéen à l'époque, je donne des cours d'informatique aux personnes âgées, je travaille sur mes sites et en même temps à côté en effet salarié pour leguide.com. D'accord. Et tes parents, quand même, et les gens autour, salariés à 16 ans du coup en plus, 15 ans et demi ou... Ouais, 16 ans, je pense que je vais avoir 16 ans quand je suis rentré chez eux. Donc oui, c'était un mélange d'admiration et en même temps en effet de me dire prends aussi du temps pour faire autre chose, ne fais pas que de l'informatique.
Mais en même temps, on m'avait toujours poussé depuis que je suis tout petit sur la valeur du travail, le coût des choses, ainsi de suite. Et donc finalement, j'appliquais à la lettre les recommandations qu'on m'avait données, qui étaient de travailler tôt, de travailler beaucoup et de s'investir à fond dans ce qu'on fait, de toujours essayer d'aller au bout de ses projets. Donc là, si tu dois me décrire une journée de Bruno Lévesque à 16 ans, c'est quoi? Alors à l'époque, c'était très peu de sommeil. Sincèrement, je dormais 3-4 heures par nuit, ce qui est impossible aujourd'hui. Ouais. Si je dors moins de 7 heures, je suis HS le lendemain. Donc je dormais très peu et c'était beaucoup d'interactions finalement. À l'époque, en fait, quand on recevait un mail, c'était très rare, et donc c'était une vraie joie. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. On en a trop, et donc c'était beaucoup d'interactions avec différents entrepreneurs du net, d'autres webmasters, et puis c'était évidemment les cours qui m'intéressaient aussi beaucoup. Un peu moins le côté maths et physique, mais j'étais un grand littéraire. D'accord. Et donc tout ce qui était histoire, français, philo. C'est quelque chose sur lequel je passais beaucoup de temps. Ce qui est assez paradoxal. Oui, très paradoxal. Et d'ailleurs, je remercie l'un de mes professeurs qui m'a dit que je ne pourrais jamais intégrer une école d'informatique et que je ne pourrais jamais me lancer dans l'informatique puisque, en fait, pour la petite anecdote, donc je me payais des cours de maths et j'avais régulièrement une moyenne de 3 ou 5 sur 20. D'accord. Et donc, j'étais un peu la risée de ce fameux professeur. Et donc, en fait, je me suis vraiment battu pour être au top niveau dans les autres matières, avoir mon bac quand même avec mention, vu que je faisais un bac scientifique. C'était un peu le comble. Et au final, intégrer une école, alors c'est pas une école d'ingénieur, mais c'est une école d'informatique qui s'appelle Epitech, que je recommande chaudement. Venir et revenir dans ce podcast. Et donc, en 2002, tout en étant chez leguide.com, j'ai intégré cette école où je suis resté pendant 5 ans. D'accord. Et c'est fou cette histoire de nul en maths quand même, parce que comment on peut être bon développeur et nul en maths? Il y a quand même un lien. J'étais excellent en calcul mental. C'est toujours quelque chose que j'affectionne et j'étais assez bon en mathématiques appliquées, c'est-à-dire tout ce qui est logique et qui peut vraiment être utilisé dans la vie de tous les jours pour calculer un trajet le plus court ou autre. J'adore. Tout ce qui est algorithmie, j'adore aussi. Par contre, dès qu'on rentrait dans des notions comme la trigonométrie ou les dérivés ou autres, pour ceux qui adorent les maths, en fait, je le faisais mais sans aucun plaisir. Et pour le coup, je suis quelqu'un qui, je pense comme beaucoup de gens travaillent sur quelque chose qui n'intéresse pas ou qui ne voit pas la finalité de la chose, a beaucoup de mal à y mettre de la bonne volonté. Donc ça m'a joué des tours et en effet c'est vraiment une matière où j'étais à la ramasse. D'accord. Et donc là tu rejoins l'Epitech à ce moment-là. Du coup tu retrouves des gens qui sont comme toi en fait, ou t'es venu comme un ovni aussi là-bas? Alors non, pour le coup là c'est énormément de gens qui me ressemblent et d'ailleurs je l'ai vu dès l'entretien, en fait pas d'embauche mais l'entretien pour rentrer le concours d'admission à l'école, et j'ai vu plein de gens qui me ressemblaient, ça m'a vraiment fait plaisir, j'ai su que j'allais passer vraiment un bon moment. C'était en même temps beaucoup d'inquiétude sur mon niveau parce que je me rendais pas compte, je pense à l'époque, du temps que j'avais passé et du développement personnel finalement qui avait eu lieu. Mais donc beaucoup d'inquiétudes et j'avais entendu beaucoup de rumeurs sur cette fameuse école et un niveau très très élevé, un taux d'abandon énorme dès les premières semaines, ce qui s'est avéré être le cas. D'accord. Et voilà, donc un mélange d'inquiétude et d'excitation. Et du coup, avant ça, tu apprends comment tout? C'est déjà des tutoriels en ligne, c'est déjà des échanges entre... parce que j'imagine qu'entre 97, 2001, 2002, tu changes de techno, tu changes de... Il y avait pas YouTube, quoi. Il y avait pas... C'est beaucoup de livres. Mon premier livre, en fait, m'a été offert par mon père en 91, un livre sur le QBasic, et puis ensuite j'en ai acheté d'autres sur le PHP, sur Perl et autres. Donc c'est beaucoup de livres. À l'époque, il y avait assez peu de ressources en ligne pour apprendre. Et ensuite, j'ai commencé à lire ce qu'on appelait à l'époque les fanzines. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Et fanzine. Donc, je suis vraiment entré à l'époque dans le monde de la sécurité, cybersécurité, les hackers, les geeks, etc. Et je trouve que c'était un monde qui était formidable parce qu'on donnait plein de petites techniques de hacking, en fait, dans la vie de tous les jours. Et donc, ça permettait de se former à la fois à la programmation, à être curieux, à essayer de penser les choses différemment.
Et donc oui, je lisais beaucoup en fait. Tu as toujours été dans le self-teaching, quoi, dans l'auto-apprentissage. Autodidacte, en effet. Je faisais pas mal de concours. Il y avait beaucoup de concours à l'époque, justement sur la sécurité, sur la programmation, des petits concours. Donc ça, c'était de l'émulation et puis de la curiosité. Et quand je suis rentré Epitech, ça a vraiment accéléré en fait ce phénomène, parce que c'est une école qui est unique. Il n'y a pas de professeur. Ouais. Et donc, il faut apprendre par soi-même. Et finalement, cette école, plus que d'apprendre des technologies, elle apprend à apprendre par une certaine pédagogie. Et donc, je pense que ça va me servir jusqu'à mon dernier souffle. Et tu avais déjà commencé tout seul et tu continues aujourd'hui. Tu apprends aujourd'hui toujours plein de choses tout seul. Alors, être dans la Silicon Valley, et j'expliquerai pourquoi finalement je suis parti là-bas, c'est un atout formidable justement pour rester curieux, rester éveillé. On dit souvent que quand on est dans la Silicon Valley, on se prend pour le centre du monde et qu'il y a une certaine arrogance, et sincèrement, c'est vrai. Les gens qui sont là-bas font très facilement abstraction du reste du monde. Mais c'est aussi parce qu'il y a un vrai pool de talents et de culture. Il y a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Et donc, quand on arrive là-bas, sincèrement, il faut très rapidement se remettre en question. On est tout au bas de l'échelle en termes de connaissances, et on peut avoir passé autant de temps qu'on veut à se former ou autre. Il faut faire preuve d'une humilité extrême et se remettre son cerveau en mode apprentissage, repasser du temps avec les gens. Tu es revenu à l'Epitech en fait, comme à cette époque-là, à te mettre de la pression, à te dire bon, je suis peut-être pas au niveau, quoi. Pression, parce que les enjeux sont pas les mêmes. En fait, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, mais en fait, c'est plus de la curiosité, et en termes de développement personnel, c'est très agréable, mais c'est permanent. Surtout, ça ne s'arrête jamais, et on voit les technologies qui arrivent. Donc aujourd'hui, c'est la VR, le machine learning, l'intelligence artificielle, qui sont, on va dire, le top 3 des sujets là-bas. Mais ils essaient donc, toujours d'être en réalité virtuelle, VR et machine learning. Donc vraiment tout ce qui est apprentissage autour de la machine et de l'ordinateur, et l'intelligence artificielle. En effet, tu le dis, ouais. D'accord. Et alors, pour revenir sur donc la fin de tes études, comment ça se passe? Tu restes chez leguide.com jusqu'à quand? Alors, je suis resté chez leguide.com jusqu'en 2005. Donc, d'accord. 5 ans, et j'y ai fait mon stage de 3e année d'Epitech, et j'ai passé un très bon moment dans cette entreprise, puisque je l'ai 5e année, pardon, tu as dit, ou 3e? Troisième année, en fait. Je l'ai vu vraiment du moment où il y avait une dizaine de collaborateurs jusqu'à monter à 50-60. Et donc, il y a une CEO qui venait d'arriver, qui a fait l'introduction en bourse, etc. Donc, expérience très enrichissante. J'ai croisé des gens formidables avec qui je suis toujours en contact. D'accord. Et c'était vraiment les débuts du web où, pour moi, le champ des possibles était incroyable. Après la bulle, quand même. C'est pendant et juste après la bulle. Ouais. Donc j'ai vraiment vécu, mais à 16 ans, on réalise pas trop en fait ce qu'est l'éclatement de la bulle Internet, et beaucoup finalement de gens qui ont été licenciés à l'époque. Moi, je réalisais vraiment pas ce qui se passait. Et les années qui ont suivi, c'était vraiment pour moi, pas les 30 glorieuses du web, puisque ça fait que 15 ans, mais ça a été vraiment le champ des possibles qui s'est élargi, et on pouvait lancer n'importe quel projet intéressant et ça allait marcher presque garanti. Et à l'époque, on pouvait avoir assez peu de fonds finalement, de financement, et tout était possible du moment qu'on était le premier à faire quelque chose de malin. Et donc, le guide a réussi à regrouper une équipe intéressante. Sachant qu'aujourd'hui, quand tu lances un projet, tu es à peu près certain qu'il y en a 40 qui l'ont lancé dans le monde en même temps que toi, ou avant. Qui le lanceront la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Et du coup, ce qui veut pas dire qu'il faut pas le faire. Et du coup, et en parallèle, tu vends ta première boîte, donc, ou que t'es une asso qui Alors, c'était en effet, j'ai plus vendu la propriété intellectuelle à l'époque. Oui. Donc, on parlait de quelques milliers d'euros. Hein. Je peux le dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a prescription. Donc, c'était 6 000 euros, mais à l'époque, pour moi, c'était énorme. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais mettre cet argent de côté, et pour mon projet plus tard, je savais pas encore quand, j'utiliserai ces fonds. Et donc, pour la petite anecdote, PrestaShop a été cofondé par donc le président à l'époque de leguide.com et moi-même. Qui s'appelle donc Igor Schlumberger. D'accord, oui. Et donc mon mentor, donc a été cofondé pour 5 000 euros.
Voilà, d'accord. Avec 5 000 €. Et donc, c'était effectivement une grande partie de cet argent. Une SARL. Classique. Voilà, très bien. Très classique. Ok. En quelle année, du coup, PrestaShop ? 2007. 2007. Donc, ça fera bientôt 10 ans. C'était le 10 mai 2007. D'accord, on y est là. Presque. Ok, quand ce podcast sera sorti, je pense qu'on y sera. D'accord. Et donc vous allez fêter ça, bravo. Et donc tu finis tes études, tu quittes le guide et tu fais d'autres expériences pro ou... Oui, alors une expérience pro. Donc en fait, quand je suis parti de le guide, je voulais vraiment monter une boîte et l'un des business angels qui me suivait, qui était donc le fondateur d'Alapage.com, aujourd'hui fondateur de maxicours.com, Oui. Patrice Magnard, me conseille d'attendre encore 1 ou 2 ans et me présente un entrepreneur qui m'a énormément apporté et qui créait des sites web et notamment des sites e-commerce. Et donc c'était une petite SS2I. D'accord. On n'était que 2 ou 3. Et là pour le coup, ça m'a vraiment montré un univers très différent, avec un rythme différent encore, et avoir une expérience client, une expérience terrain que j'avais pas chez le guide. D'accord. Chez le guide, j'étais au contact des e-commerçants, mais plus par téléphone. Je comprenais à l'époque leurs galères techniques, financières, mais j'avais pas fait finalement de rendez-vous client, de rendez-vous de vente. J'avais pas de prestations à délivrer et autres. Et donc, je suis resté un peu plus de 2 ans dans cette entreprise qu'on connaît pas, qui s'appelle Unlost. À l'époque, il s'appelait Unlost. Et vous vendiez quoi? Vous aviez quoi comme... Des sites web clés en main. Alors ça pouvait être du sur-mesure comme du assez standard. Il y avait également de la gestion de parc informatique auprès des experts comptables, des avocats. D'accord. Et donc c'était un métier multifacette que j'appréciais beaucoup. Et en fait, le fondateur de l'époque m'a énormément appris en termes de rigueur, en termes de qualité apportée au développement. Je pense que ça m'a fait grandir en fait, à titre personnel. Et en termes de techno aussi, il était assez challenging. C'est quelqu'un qui acceptait rarement de se reposer sur ses lauriers. Il était lui-même autodidacte. D'accord. Donc je pense qu'on se comprenait bien et on est d'ailleurs toujours en contact. Très bien. Et tu peux le citer, hein, j'ai pas de... Bruno Duazet. D'accord. Voilà. Un grand merci. Du coup, aujourd'hui, justement, sur toute cette approche techno, l'instant un peu geek, mais pour au moins les devs, ingénieurs qui nous... toi, ton approche, elle est de... En fait, moi, je vois pas mal de gens qui sont toujours un peu partagés entre aller sur la dernière techno, comprendre, etc., ce qui veut dire quand même pas mal de ratés, parce qu'il y a des technos qui vont nulle part et puis qui finissent par disparaître, ou en tout cas voilà. Et certains autres qui ont plutôt cette approche de se dire on regarde, on est sur les technos un peu plus courantes et puis on choisit au fur et à mesure dès qu'il y a une techno qui commence à sortir du lot, je sais pas, Angular en ce moment ou des choses comme ça, j'y vais plutôt que d'y aller il y a 2 ans où c'était pas encore stable. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché. Moi, je suis un grand adepte du quick and dirty. Donc, oui. Qu'est-ce que le quick and dirty? C'est aller à l'essentiel et être efficace pour moi sur le plan business. Et donc, je vais tout le temps choisir la bonne techno au bon moment. En tout cas, ça va être ma priorité, plutôt que de partir sur une techno qui va mettre en avant un code propre, un code beau, un code qui est mieux ci ou mieux ça. C'est super, mais en fait, ce qui est important au final, c'est les besoins de vos clients, de vos utilisateurs, vos propres besoins. Et donc, je vais plutôt vers l'efficacité. Et effectivement, j'ai vu pas mal de gens qui se sont un peu brûlés les ailes à partir très tôt sur des technos comme le Ruby, qui finalement a fini par décoller, mais qui a mis beaucoup de temps. Et on en a encore aujourd'hui des technos comme ça. Donc, je dirais qu'il y en a même beaucoup plus qu'avant, en fait, qui sortent. Donc, faut faire la part des choses. D'une part, il faut rester innovant. Il faut essayer d'être en avance de phase, mais pas trop non plus. Mais voilà, à titre personnel, ma recommandation, c'est plutôt de penser efficacité et livrable, finalement. D'accord. Et après, tu améliores ce qu'il y a derrière. Je veux dire. C'est pas toujours faisable en fait quand on est parti finalement sur une techno. Il y a des cycles et je veux dire, si c'est dirty, tu essaies de cleaner au fur et à mesure ton code. Bien sûr. En fait, quand on dit quick and dirty, c'est pas forcément du code qui est sale à proprement parler. C'est plutôt un code qui est efficace, qui va à l'essentiel et effectivement qu'on va de toute façon retravailler au fil du temps et qu'on va peut-être parfois jeter au bout de quelques années pour éviter d'avoir une dette technique qui s'accumule.
D'accord. Très bien. Et merci pour cet instant geek. On va revenir à des. Donc tu donc décides après de créer PrestaShop. Comment ça se passe? Ce qui est intéressant, c'est de remettre tout ça en contexte. C'est que moi, je suis arrivé sur le e-commerce plutôt mes premières vraies expériences au-delà de eBay et du Bon Coin, et encore le Bon Coin, c'est arrivé tard finalement, mais au-delà d'expériences personnelles, de manière professionnelle, plutôt vers 2008-2009. Enfin, moi, à peu près, je dirais. Et avec un site notamment qui s'appelait Morphsuits, qui vendait des costumes. Tu connais les Morphsuits? Non, des costumes en lycra. C'était une super aventure donc ça revient à la mode. Et qui est sur lequel on a vraiment cartonné. Donc j'avais récupéré une licence et donc moi j'avais plus une approche vraiment marketing, bizdev, commercial, etc. Et en fait, faut voir qu'en 2007, en 2008, 2009, quand tu vendais un peu, faire un site marchand à l'époque, c'était pas beaucoup de ventes comparé à aujourd'hui. C'est-à-dire que ça monte et encore tous les ans, ça monte. Je veux dire, c'était difficile. Et mais ce qui était plus difficile, j'imagine que c'était ton constat de départ, c'était de créer un site internet parce qu'à chaque fois, tu devais le faire avec un code. From scratch, quasiment, c'est ça? En effet, alors moi, mes premiers amours avec l'e-commerce, c'est vraiment en 2000 chez Le Guide. Et donc, je voyais les fameux e-commerçants de l'époque qui, certes, avaient du succès, mais galéraient déjà sur le plan technique. Soit ils payaient des solutions e-commerce sur mesure extrêmement chères la plupart du temps, soit ils embauchaient en fait des développeurs en interne, mais il y avait très peu de gens qui avaient ce savoir-faire. Et donc, je me suis dit qu'en apportant une solution simple et clé en main, ça aiderait beaucoup de gens, à la fois sur le plan financier et le plan techno, pour pouvoir se lancer plus rapidement. Donc ça, c'était le constat de départ. Et ensuite, à Epitech, on a eu un projet intéressant à faire en groupe, qui était de créer une boutique e-commerce de A à Z. D'accord. En Java, qui est un langage que j'affectionne pas particulièrement. D'accord. Très puissant, mais bon, c'était pas mon truc à l'époque. Et donc, je vais voir le professeur de l'époque, alors le consultant, en tout cas la personne qui nous coachait sur ce projet. Oui. Et je lui dis, écoute, moi, le Java, ça me plaît pas trop. Je voudrais faire en PHP 5, qui vient de sortir, qui est un langage de programmation, objet, et ainsi de suite. Alors, désolé pour le deuxième instant geek. Oui. Et donc à l'époque il me dit non, désolé, le PHP c'est un langage qui est trop simple, c'est trop facile, donc si tu veux vraiment le faire en PHP, ok, par contre le cahier des charges, je vais te rajouter une 40aine de fonctionnalités e-commerce à développer. Et donc il a essayé de me dissuader, de me décourager comme ça. D'accord. Et j'ai plutôt pris ça comme un challenge. Donc défi accepté, et donc j'étais avec un groupe de 4 autres étudiants, et à l'époque 2 ou 3 autres étudiants. On est reparti de zéro, et on a fait en fait une solution e-commerce en PHP 5 en 2 semaines. D'accord. Alors c'était assez sommaire, il y avait des choses qui fonctionnaient pas complètement, mais c'était une première expérience qui était très enrichissante finalement sur ce qu'impliquait d'avoir une boutique e-commerce, et on s'en rend pas compte, mais il y a des dizaines d'aspects cachés, surtout côté e-commerçant, côté arrière-boutique, auquel on ne pense pas forcément quand quelqu'un retourne un produit, comment on gère le retour en stock, quand on doit déclarer son chiffre d'affaires, sa TVA, ce genre de choses. Les facturations, les emails de notification, exactement. Il y a énormément de choses quand on le fait moins d'un aspect technique, mais plus d'un aspect opérationnel. Moi, j'ai utilisé PrestaShop dès 2010 ou 2011, je pense. En fait, tu as déjà, si tu veux bien personnaliser une boutique, des tas d'emails à rédiger, évidemment toutes les fiches produits, mais aussi tout ce que tu vas mettre sur ta homepage, tout ce qu'il y a. Donc il y a plein de choses auxquelles on pense pas. Alors PrestaShop les pré-rédige sur un certain nombre de choses, mais idéalement faut les refaire. Donc tous les échanges avec le client, et en effet les retours, c'est vraiment, tu mets le doigt sur un truc. Quand un client te renvoie un produit, le process de gestion derrière doit être bien fait, le remboursement, les notifications également. D'accord. Et donc là-dessus, tu as ce projet. Tu te souviens quelle note t'as eu? Oui. C'était noté? Ouais. On a eu la meilleure note de la promotion. D'accord. Donc il y avait 400 élèves ou 300 élèves à l'époque, et on a eu 18 ou 19 sur 20. D'accord. Et donc finalement, ça nous a beaucoup encouragés. Avec ce même groupe, 2 ans plus tard, on a commencé un projet de fin d'études qui était justement de refaire une solution e-commerce, cette fois-ci beaucoup plus avancée, et avec comme objectif d'avoir des premiers utilisateurs. D'accord. Et donc là, on est reparti from scratch cette fois-ci.
et on a refait quelque chose de très sympa. Et donc soutenance de fin d'études, donc je me rappelle très bien de la date, 10 février 2007. Oui. Donc on est 3 mois avant la création de PrestaShop finalement. Et donc le jury qui est présent à l'époque est constitué de 2 e-commerçants qui justement utilisaient déjà cette première version, et du président de leguide.com, qui allait devenir le cofondateur. Et donc on fait la démo en soutenance du produit, de la plateforme. On fait même une petite démo où l'un des 2 e-commerçants montre sa boutique, on passe commande dessus et reçoit un SMS en lui disant félicitations, vous venez de recevoir une nouvelle commande. Et donc le jury... que c'était quelqu'un de caché qui a envoyé le SMS Non. C'était une vraie démonstration. Alors comme toutes les démonstrations, je vous rassure, elle ne s'est pas passée comme prévu. Il y a eu des soucis techniques. Mais le jury applaudit. On a à nouveau une très bonne note. Et là, le jury et l'école nous demandent finalement ce qu'on va faire, puisque c'était le dernier jour d'école. Et puis on leur dit, moi j'ai reçu une offre dans tel SS2I, moi je vais aller bosser pour telle start-up. Et ils se rendent compte que finalement ce projet va tomber en désuétude. D'accord. Et là se passe quelque chose d'inattendu. L'école s'énerve très vite. Enfin, le représentant de l'école, il dit mais attendez, nous on peut vous soutenir financièrement. Les e-commerçants pareil. Et le président de Le Guide pareil. D'accord. Et donc finalement, moi je sors de la pièce et je me dis c'est peut-être ça finalement mon idée entrepreneuriale que j'attendais depuis longtemps. C'est le bon moment, je vais pouvoir combiner... Tu l'as réalisé en fait sur vraiment toute fin de tes études en fait. Oui, franchement, j'avais pas encore eu le déclic, et là je me suis dit tu vas pouvoir combiner ta passion pour l'informatique et ta passion pour le contact humain, les ventes, le terrain, en faisant de l'e-commerce, et ce sera intéressant. Donc là je propose à mes camarades finalement de se lancer avec moi, et à l'époque chacun avait des situations personnelles qui étaient pas délicate, mais en tout cas ils avaient ils avaient chacun leur ambition, et j'ai dû partir seul sur le projet. Donc ce qui m'inquiétait potentiellement, et donc pour la petite anecdote, on est allé manger des sushis dans un restaurant à côté avec le président de Le Guide. Et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu penses que je devrais y aller ? Et c'est vraiment là où je pense que il a joué un rôle très important, que j'ai essayé de jouer moi-même plus tard auprès des jeunes entrepreneurs, qui a été de me pousser à fond, de me désinhiber et de me dire, vas-y, fonce. Il y aura peut-être des embûches, mais je serai là pour t'aider. Et ça se passera peut-être pas comme prévu, mais c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles, parce que ça passera certainement pas comme prévu, ça on est à peu près d'accord, mais non, en fait, ça se passe jamais comme prévu. Si? Non, rarement. Non, je pense jamais, en effet. Et à l'époque, je pense que il m'a fait réaliser que c'était le bon moment, puisque finalement on peut créer une boîte à tout âge, il y a eu des très grands succès de gens qui sont lancés quand ils étaient quinquagénaires, mais à l'époque en fait j'avais très peu de contraintes finalement personnelles, familiales, même en termes de job, et donc je me suis dit ok, je vais faire ça vraiment à fond, et si jamais ça marche pas au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, je pourrais toujours retourner finalement au salariat sans souci. Donc tu vis chez tes parents à ce moment-là? Non, alors je vis dans un tout petit studio de moins de 20 mètres carrés, je paye un loyer comme tout le monde, donc non, à l'époque j'habite à Villejuif. D'accord. Donc à côté de l'Épithèque. Exactement, et je dors très peu toujours. et du coup vous incorporez, vous lancez la SARL et tous les deux, donc vous êtes 2 associés? Alors 2 associés, un qui est opérationnel, donc moi-même, et lui qui est plutôt mentor, mais mentor très présent, puisque en fait on a commencé chez lui. Ok. Et ensuite dans ses bureaux, et donc il a toujours été là, surtout au début dans la vie d'un entrepreneur. Quand on est jeune, on essaye de se vieillir, on essaye de montrer qu'on a davantage d'expérience qu'on en a, parce qu'on embauche des gens plus vieux que soi. Je pense que j'ai toujours mis un point d'honneur à essayer d'embaucher des gens plus intelligents que moi et qui sont meilleurs sur leur domaine. Et donc pour moi c'était important qu'il soit à mes côtés, qu'il puisse quand il y a des moments de doute partager avec moi et me faire part de son expérience. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé à cœur pour toute la suite de la boîte. Quand j'ai choisi des gens pour m'accompagner, notamment sur le plan financier, j'ai par exemple fait confiance à des business angels, qui sont donc généralement des entrepreneurs qui ont déjà eu des succès auparavant, et qui réinvestissent un peu d'argent dans d'autres startups. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé.
Je peux pas faire la liste aujourd'hui de tous ces gens, mais pour n'en citer qu'une qui a passé pas mal de temps avec moi, c'est Anne-Sophie Pastel, la fondatrice ou la cofondatrice d'AuFéminin.com. Et donc c'est des gens qui vous aident à grandir au fur et à mesure et qui vous font part des galères qu'ils ont pu avoir et aussi par le passé, donc on se sent moins seul finalement. Les entrepreneurs anonymes, un peu, c'est ça. C'est un peu ça. Et du coup, mais je note une chose, et c'est vrai que c'est peut-être un peu cliché de temps en temps, mais moi je revendique ça aussi de recruter des gens plus intelligents que moi, meilleurs que moi sur tous les aspects qui les concernent. J'arrive pas à me rendre compte dans quelle mesure. J'ai l'impression que dans des vraies entreprises, pas dans des startups, en tout cas dans les grandes entreprises, il y a une forme de crainte souvent de se dire ça. On se dit je vais me faire piquer mon poste. Je pense que le rôle d'un bon manager, il est vraiment là et après de grandir avec son équipe et de la faire monter. Bon, après il y a peut-être au-dessus d'eux des gens qui les flingueront parce qu'ils mettront quelqu'un d'autre à leur place, mais avoir des gens meilleurs que soi en dessous, normalement, c'est toujours un moyen de monter plus vite, quoi. C'est avoir un bon moteur sous un ascenseur, quoi. Hein, mais deux petits conseils là-dessus. Je vous invite à lire la page Wikipédia qui explique ce qu'est le principe de Peter, où il y a un livre, un folio là-dessus. Et donc, c'est très intéressant justement de voir que plus une entreprise grandit, plus les gens vont chercher justement à préserver leur poste. Et plus ils vont recevoir des promotions, et parfois pas forcément de par leurs compétences, mais plus parce que l'ancienneté, parce que leurs accointances avec des employés qui sont là depuis longtemps. Et donc chaque individu va s'élever à son plus haut niveau d'incompétence. Oui, tout à fait. Donc ça c'est très intéressant à lire comme page, c'est très amusant, faut pas le prendre au pied de la lettre, mais mine de rien, dans pas mal d'entreprises qui grandissent, c'est un vrai problème. Et quand j'échange avec des étudiants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dis souvent, si vous êtes dans une pièce et que vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, vous êtes au mauvais endroit. Alors c'est pas une citation de moi, hein, mais je trouve qu'elle est intéressante et qu'elle laisse à réfléchir. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est en étant avec des gens plus intelligents que soi qu'on se tire vers le haut. Et il y a des entrepreneurs intéressants comme ça, mais comme Phil Knight, le fondateur de Nike, qui dit lui-même, moi j'ai jamais rien fait, j'ai juste eu des gens qui étaient super bons, j'ai juste toujours su m'entourer. Et je pense qu'aujourd'hui c'est le propre de beaucoup d'entreprises qui réussissent, c'est d'être capable d'attirer des talents et des gens qui peuvent monter avec tout le monde. D'accord. Et donc tu lances PrestaShop en mai 2007 et vous avez ton premier site, il sort quand? Alors PrestaShop, je vais juste faire un petit point, tu me dis si je dis une bêtise, mais en gros, c'est un site internet. Enfin, c'est une technologie qui te permet de créer un site internet marchand. Donc, admettons que t'es pas complètement allergique, si vous n'êtes pas complètement allergique à la technologie, vous pouvez plus ou moins, moi je serais potentiellement peut-être capable d'installer un PrestaShop, de le créer, d'acheter ce qu'on appelle un template et de créer, alors que vous n'êtes pas du tout ingénieur ni technophile, un site internet qui a à peu près de la gueule. Je dis qu'il a à peu près de la gueule parce qu'après, pour qu'il soit vraiment très beau, il faut quand même faire travailler des gens compétents aussi. Mais en gros, sans quasiment avoir de compétences. C'est un peu l'objectif. Donc, disons que moi, je peux et j'ai déjà créé des sites. Alors, sous WordPress aussi, par exemple, ce qui est comparable. Un autre, ce qu'on appelle un CMS. Ils étaient généralement assez moches, mais potentiellement très efficace. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir dire, créer un site internet n'est plus compliqué. C'est accessible à tout le monde. Et si demain, tu as une boutique en ligne ou une boutique hors ligne où tu as envie de vendre des patates, des coques d'iPhone ou peu importe, eh bien, tu peux créer ton site internet. On est d'accord? C'est ça. C'est bien résumé. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Et en fait, ce côté un peu techno, on l'a simplifié au fil des ans pour le rendre vraiment accessible à monsieur, madame, tout le monde. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des partenaires, des hébergeurs, ou tout simplement en répondant à quelques questions et en quelques clics, on va pouvoir avoir une boutique PrestaShop qui est préinstallée. Il n'y a pas besoin d'être technique et on va pouvoir créer ses premiers produits
produit, choisir sa méthode de paiement, de transport et commencer à vendre très vite. Et bien entendu, on peut se faire accompagner soit par des amis, soit par des freelances, soit par des agences web qui vont être là pour vous faire gagner du temps, pour vous aider à construire un design personnalisé qui ressemble finalement à l'image de votre entreprise. Et donc, on a beaucoup de gens qui se lancent tous les jours, c'est par milliers. Je me rends compte en t'écoutant que moi, déjà, j'ai une vision de PrestaShop qui doit dater de quelques années parce qu'à l'époque, il fallait vraiment déjà installer quand même une sorte de package de données sur un serveur. Il fallait faire un certain nombre de choses. Ce qui là, aujourd'hui, en répondant à un certain nombre de questions, tu peux déjà avoir une boutique en ligne qui fonctionne. Tout à fait. En fait, ça va assez vite. Et aujourd'hui, l'installation, on n'a plus nécessairement besoin de la faire soi-même. Du coup, ça permet de gagner pas mal de temps et de pas rentrer dans ces notions de technologie qui sont certes très intéressantes pour les gens qui veulent bidouiller et s'amuser et faire quelque chose aux petits oignons. Mais pour les gens qui veulent vraiment commencer à vendre le plus vite possible et qui sont dans la recherche de l'efficacité, du gain de temps, qui veulent se concentrer sur leur métier, ils vont plutôt s'orienter vers la solution clé en main. D'accord, donc vous poussez encore à l'extrême limite le concept. Et donc pour revenir à mai 2007, tu crées PrestaShop, la société, mais j'imagine que tu as déjà bossé depuis février sur la techno, et le premier site PrestaShop, il sort quand ? Alors, il est sorti de mémoire justement en mai ou en août 2007 pour le Festival de Cannes, donc en mai sûrement. Ouais, en mai, ouais. Et donc, on a sorti un site à l'époque qui s'appelait csao.fr, qui je pense existe encore. D'accord. Et qui est donc un site qui vend des produits qui ont été des produits de créateurs en fait, qui viennent du Sénégal et qui sont faits avec des produits recyclés. Donc, vous allez avoir par exemple un canapé fait en capsules de bouteilles de soda ou autre, enfin des produits assez originaux, des vêtements. Et donc c'était une boutique qui avait des magasins physiques à Paris, notamment dans le Marais, et qui voulait se lancer en ligne. Et donc ça a été vraiment la toute première ou la deuxième boutique PrestaShop qui s'est lancée. La deuxième, c'est une boutique. Voilà, il existe encore, csao.fr. Voilà. Il est un peu vieilli. Et donc la deuxième existe encore et elle s'est bien rafraîchie en termes de design. Elle s'appelle dessinoriginal.com et c'est une librairie qui a été montée par un passionné qui se spécialise dans les livres d'art. Donc c'est un passionné et sa femme qui font tourner ce site. C'est un très beau catalogue avec plusieurs milliers de livres. Très grand choix. Et donc ce qui est intéressant, c'est que cette boutique PrestaShop a vécu toutes les versions de PrestaShop, toutes les évolutions, et continue encore aujourd'hui à faire partie finalement des bêta-testeurs des futures versions et à être très impliqué. Donc l'aspect humain qui m'était et qui m'est toujours en fait qui me tenait beaucoup à cœur, on le maintient et c'est important, je pense, dans le projet. Et quand j'ai démarré en fait en 2007, je suis allé voir des investisseurs et donc à l'époque j'avais 23 ans. Et tout le monde était assez frileux puisqu'on était juste avant la crise de 2008, donc il y avait déjà pas mal de tensions et très compliqué de lever des fonds, de chercher du financement à l'époque. Et un de mes mentors, donc qui était Bruno Duazé justement, avec qui j'avais bossé 2 ans, me dit mais pourquoi tu pars pas sur de l'open source, c'est fidèle à tes valeurs, t'aimes bien tout ce qui est communautaire et travailler avec les autres, et en même temps par le bouche à oreille tu peux démarrer avec un produit qui est gratuit. Et finalement, si ça prend bien, derrière, tu pourras structurer une communauté et puis monter une véritable entreprise. Donc le principe, pareil, tu me dis si je me trompe, mais vous décidez de mettre tout ton code, tout ce que tu as fait en public, en disant voilà, tout le monde peut y accéder. Vous pouvez prendre PrestaShop, vous pouvez le copier, vous pouvez le twister, vous pouvez en faire ce que vous voulez, plus ou moins. Mais le principe, c'est de se dire que comme c'est toi qui l'as fait et que c'est vous qui êtes derrière, a priori, si jamais tu proposes des ce qu'on peut appeler des add-ons ou en tout cas des choses des services, des produits qui se branchent dessus, c'est toi qui vas en bénéficier le plus puisque c'est toi qui es derrière le code, donc c'est toi qui le connais.
C'est un peu l'idée. Alors en effet, on est auteur et co-auteur du code source, oui. Mais on essaie vraiment de rester la pièce centrale du puzzle, c'est-à-dire que c'est nous qui proposons avec la communauté ce qu'on appelle les roadmaps, c'est-à-dire quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir dans les prochaines versions. On organise énormément d'événements communautaires, donc tous les ans, il y a près de 300 événements communautaires chez PrestaShop. On gère ce qu'on appelle un réseau d'ambassadeurs. Ça veut dire que dans chaque pays, on a des membres de la communauté PrestaShop. Il y a plus d'1 million de membres dans la communauté qui organisent également des événements, des formations et qui animent un peu ce réseau. Et donc, on est au cœur de l'écosystème, mais ce qui est important pour nous, c'est que dans cet écosystème, tout le monde y trouve quelque chose. Donc pour certains, c'est du business, ça peut être des freelances, des développeurs qui vont faire justement des add-ons, des modules pour PrestaShop et gagner leur vie grâce à ça. Ça peut être quelqu'un qui va faire de la formation sur PrestaShop, ça peut être un e-commerçant, bien sûr, qui l'utilise pour vendre. Un add-on, un module, en fait, rapidement, l'idée, c'est de dire que comme on a cette base de code, mettons que vous créez votre boutique et vous vouliez ajouter, je sais pas, quelque chose qui va permettre de la connecter à votre banque, qui est la Société Générale ou la BNP, vous allez avoir des bouts de code que vous pouvez acheter, ou certains peuvent être gratuits d'ailleurs de temps en temps, qui vous permettent de vous connecter à UPS pour le transport, à peu importe, ça peut être vraiment sur plein de choses, à Google ou à Facebook pour récupérer des codes de connexion, à Dropbox, peu importe. Donc tout ça c'est développé pour des gens qui veulent des fonctionnalités supplémentaires. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a une communauté autour de tout ça qui développe et qui peut revendre, soit par le biais d'une boutique qui appartient à PrestaShop, mais il y a aussi, j'imagine, des boutiques concurrentes qui vendent c'est possible aussi, j'imagine. Oui, donc, sans problème. En fait, c'est un écosystème qui est très ouvert, comme dans toutes les entreprises open source, et on en est très fiers. Et donc, en 2008-2009, il y a beaucoup d'e-commerçants qui nous demandaient justement ces connexions avec les banques et autres. Et à force de le faire une fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois, on s'est dit, autant les mettre à disposition pour tout le monde. Donc ça, pour le coup, c'était payant. Et puis après, on s'est dit, mais le problème, c'est qu'on a des e-commerçants en Indonésie, au Brésil. C'était déjà très international, en fait, dès le début. Comment on peut faire pour que sur ces marchés-là, on ait également les bonnes connexions? Et donc, on s'est dit qu'il fallait vraiment avoir un effet de levier grâce à notre communauté. Et donc, on a permis à tous les développeurs de la communauté PrestaShop de créer, de mettre à disposition leurs propres modules. Aujourd'hui, il y en a 6000 sur notre App Store. Donc, les commerçants peuvent en acheter. Et au total, dans la communauté, il y en a près de 15 000. D'accord. Et du coup, là-dessus, donc, quand tu décides de passer en open source, c'est en 2008 ? C'est dès le début, c'est en 2007. Dès le début, en fait, après Epitech, je suis reparti vraiment de zéro. J'ai refait quelque chose from scratch, de propre, de professionnel. Là, on n'est plus dans le quick and dirty. On est vraiment dans quelque chose qui doit être un socle solide et clair pour au moins les 5 ou 10 ans à venir. Et donc, en open source dès le premier jour. D'accord. Et donc ton premier e-commerçant, il paye pas, j'imagine, si. Alors si, je pense que les 100 premiers clients qu'on a eus ont tous payé. Je pense qu'il y en a un qui nous a laissé une belle ardoise. Mais non, tout le monde nous a payé. Et à l'époque, en fait, on avait un métier d'agence web, mais qui avait son propre logiciel e-commerce. Donc, on présentait ça comme un positionnement un peu unique. Et ce qui s'est passé, c'est que donc ça marchait plutôt bien. Très vite, on a eu pas mal de boutiques e-commerce à créer pour plein d'e-commerçants. Et finalement, notre métier d'éditeur logiciel et la taille de la communauté PrestaShop qui grossissait très vite, et vraiment on était sur une croissance à 3 ou 4 chiffres, nous ont fait complètement basculer sur ce métier d'édition logicielle plus que sur celui d'agence, et on s'est dit qu'on allait travailler avec les agences de l'écosystème plutôt que de leur piquer leur boulot finalement, et nous de nous concentrer sur le logiciel PrestaShop. Donc, ça a été ton Kickstarter quand même, c'est de bosser pour des clients, ça te permettait de gagner de l'argent de manière immédiate et d'améliorer ton code et d'aller vers quelque chose de plus ouvert. Et du coup,
tu arrêtes d'avoir ce mode agence à partir de quand ? 2009, donc à peu près 2 ans. La société commençait à être plutôt bien rentable. Le métier d'agence, quand on le fait correctement, finalement, ça peut rapporter pas mal d'argent. Et on investissait 100%, même plus de 100% de ce qu'on gagnait dans le logiciel, quoi, dans la techno. On embauchait énormément. On est passé la première année, on était 3-4. Ensuite, on était 10-15. Et très très vite, en fait, on était une trentaine. Avec quasiment que des devs. Non, des pas, non, du biz aussi. Des designers, effectivement un peu une équipe commerciale, une équipe de partenariat très tôt. Non, le ratio chez PrestaShop, ça a toujours été à peu près un tiers, 30 à 40% de l'équipe est constituée de développeurs et 60% tout type de profil. Et donc avant de parler de la crise et aussi de comment tu t'es financé dans tout ça au fur et à mesure, on disait tout à l'heure que tu avais cette approche autodidacte, donc tu as appris toi-même le business un petit peu, mais quand même quand tu sors d'Epitech, on t'a pas appris la compta, la vente, on t'a pas appris... Si, on vous apprend alors un peu ça. Alors en fait, Epitech a été génial là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance. Dans les 2 dernières années, 4e et 5e année, ils ont testé quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait avant. Qui était de donner des cours de droit, des cours de marketing, des cours de commerce, et en plus avec là pour le coup des professeurs assez classiques, mais qui bossaient dans l'industrie et qui avaient donc des cas très concrets. Et là, j'ai énormément appris en droit social, en business justement et autres. Donc forcément, c'est pas la même formation qu'on pourrait avoir sur une école de commerce, mais ça donne quand même certaines bases assez solides. Et vu que depuis mes 16 ans, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était entrepreneuriat, et j'avais lu pas mal de bouquins et j'avais parlé avec beaucoup d'entrepreneurs. En fait, chez le guide, tous les soirs, je restais plus tard pour parler avec les entrepreneurs et dire alors, donne-moi des conseils, donne-moi des challenges. En fait, j'avais envie qu'ils m'aident à progresser plus vite. Et là-dessus, t'as pas lu ou c'était pas la même méthode que ce que tu vas utiliser pour le code où tu lisais, c'est plus de l'échange là-dessus. Oui, je pense que ça va plus vite, et quelque chose que j'ai toujours fait et que je vous invite à faire, c'est toujours essayer de questionner les gens autour de moi qui ont à peu près 20 ans de plus que moi sur les erreurs qu'ils ont pu commettre à mon âge. Et donc comme ça, en comprenant un peu leur parcours sur les 20 dernières années, je peux plus facilement me projeter en me disant tiens, il faut pas que je perde de temps là-dessus, ou attention à pas commettre cette erreur qui est assez classique. Donc en effet, beaucoup dans l'échange, et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. On y reviendra tout à l'heure pour ceux qui ont 20 ans de moins que toi. D'accord. Et du coup là-dessus, vous êtes, en effet, tu le notais tout à l'heure, mais pleine crise, quoi. C'est-à-dire que tu lances subprime, tout le monde est là, il y a plus d'argent nulle part, rincé, etc. Et toi, t'es là avec ton petit PrestaShop, tu fanfaronnes et tu te dis, ok, on va changer le e-commerce, quoi. Alors on fanfaronne pas du tout, mais par contre, on a en effet l'ambition déjà de révolutionner l'e-commerce. Ouais. Et donc à l'époque, on ne cherchait pas forcément à lever des fonds, on faisait grandir la boîte de façon saine, même si ça allait très vite, mais on cherchait pas forcément à lever des fonds. Et finalement, des entrepreneurs, business angels qui m'avaient suivi depuis mes 16 ans me parlent et me disent mais tu cherches pas des investisseurs, nous ça nous intéresse, on peut t'accompagner. Tu veux du pognon, Bruno? Et donc à l'époque, je me dis ok, finalement, ça peut peut-être apporter un peu de sérénité. Moi, je me payais très très peu, comme beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent. Ça, on le dit pas assez. Et sincèrement, pendant 2 ans, c'est très 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 peu de salaire, beaucoup moins. Je pense qu'en 10 ans, je n'ai jamais été le mieux payé de PrestaShop. Voilà, déjà pour casser un mythe. Ouais. Et je pense que c'est comme ça dans pas mal de petites entreprises. Et toi, tu parles en plus de PrestaShop sur lequel t'as peut-être déjà gagné de l'argent en vendant des parts ou en faisant des choses comme ça, mais je veux dire ce sacerdoce de l'entrepreneur qui se paye pas peu, parce que souvent, alors même quand il marche très bien, comme c'est une race un peu con, ils réinvestissent tout, tu le disais, souvent même plus que ce qu'ils ont gagné. Donc même quand ça marche bien, on remet tout au pot. Et en plus, il y en a quand même une majeure partie, ou en tout cas une grande partie, qui se ramasse à la fin.
Donc, on peut dire, oui, c'est bien joli, ils sont sympas, les mecs, mais ils disent qu'ils se payent pas beaucoup. Mais en l'occurrence, ils ont quand même un autre intérêt parce qu'à la fin, ils vendent leur boîte, etc. Il y en a beaucoup qui vendent pas leur boîte. Il y en a beaucoup qui se plantent. Il y en a beaucoup qui, voilà. Donc, il y a quand même aussi, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein, soyons clairs, mais il y a un aspect kiff autour de ce qu'on fait, passion, etc., qui est cool. Mais une forme d'abnégation financière qui est assez importante et que tu vivais donc à ce moment-là. Je pense que oui, je le vivais, mais en même temps, un entrepreneur, je pense qu'il vit effectivement déjà du fait qu'il peut travailler autour de sa passion, choisir ses collaborateurs, très libre en termes d'emploi du temps. Il y a plein d'avantages dont on parle pas souvent également et qui pour moi jouent un rôle important à l'époque. Et je réalise toujours mon rêve en fait finalement. Donc finalement le côté financier était pas accessoire parce qu'il est toujours présent. On est très vite ramené à la réalité, hein, comme tout le monde. On a un loyer à payer. Tout le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Donc à l'époque, je me suis dit pourquoi pas faire une petite levée de fonds avec des business angels vraiment triés sur le volet. Et donc à l'époque, finalement, on a levé 200 000 euros, ce qui était beaucoup sans être beaucoup. Voilà, l'entreprise avait un an. Non, d'accord. C'était en quelle année? On dira pas. C'était en 2008. C'était en 2008 et à nouveau et donc ça a très bien marché, très belle expérience. Et c'était qui? Alors c'était Patrice Magnard, Stanislas Brossolet, Antoine Cahen et donc trois j'allais dire vétérans du web, mais c'est pas une insulte, hein. C'est plutôt des gens très expérimentés et qui ont toujours les mains dans le cambouis. Et qui ont donc beaucoup contribué en fait à faire décoller la boîte à l'époque en donnant de leur personne. Et 2 ans après, une deuxième levée de fonds Business Angel, cette fois-ci 700 000 euros, donc un peu plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir, donc en 2010. Et là, beaucoup d'autres Business Angels, on peut citer notamment Patrick Robin, qui est pas mal connu dans l'internet. Enfin, j'ai d'autres personnes, parce que ça fait 3 podcasts où j'ai Oleg Tchekhov, Marc Simoncini, Xavier Nel, j'ai toujours les mêmes qui reviennent. Enfin, j'ai de nouvelles personnes. Patrick Robin, en effet, qui était Multimania, je me trompe? Non, c'est Imaginette. Imaginette, oui. Voilà. Voilà, puis il a fait également 24heures.fr, qui est très bien. Oui, en effet. De vente privée. Autant pour moi, Patrick. Donc non, il y a un très bel écosystème en France et je pense qu'il a fallu que je quitte la France justement en 2010 pour me rendre compte à quel point le French bashing, comme on l'appelle, est une réalité et le French bashing finalement est là où je l'ai vu le plus, c'est en France. Mais c'est fou. Il faut vraiment essayer de positiver, de changer cette attitude. La France a un formidable écosystème en termes de start-up. On pourra en parler également, mais dans la Silicon Valley, les ingénieurs français sont connus et reconnus et désirés et recherchés pour leur qualité et leur formation. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Ilan Abeacera, qui dit bien que lui, il faisait venir tous ses ingénieurs de France sur toutes ses aventures américaines. Donc voilà. Donc on a certainement des choses à envier sur d'autres pays, mais on a également des atouts qui sont formidables. Et donc je passe mon temps à le faire savoir, à le défendre. Voilà, mais donc non, très bel écosystème et de plus en plus ça devient possible de financer sa start-up en France. D'accord. Et donc du coup, pour aller sur l'aventure PrestaShop et revenir après sur ton aventure américaine, la suite, c'est un développement de la techno, un développement du nombre de e-commerçants qui utilisent la techno. Vos premiers 100 commerçants, ils continuent à l'utiliser, mais c'est plus vous qui les gérez, ou vos premiers 100 clients, je veux dire, que vous aviez en mode agence? Il y en a beaucoup qui ont cartonné, notamment une très belle success story, je pense à smallable.com. Oui, fantastique. Qui a commencé pour les enfants. Pas donner le montant, mais quelques milliers d'euros de prestations avec PrestaShop en 2008, il me semble. Et aujourd'hui, très belle success story internationale avec une femme entrepreneur à sa tête qui est formidable. Toujours sur PrestaShop aujourd'hui? Bonne question. Non, alors on les suit pas tous. Ouais. Je sais que c'était le cas, en tout cas l'an dernier, mais on les suit pas tous au jour le jour. Est-ce que tu connais le plus gros exit, la plus grosse vente de boîte qui a été faite sous PrestaShop? Alors aucune idée, c'est une très bonne question. Ce qu'on sait, c'est que tout notre écosystème, tous les ans, fait des milliards de chiffres d'affaires en fait avec PrestaShop et aussi embauche, et ça c'était vraiment important pour moi d'avoir un impact sociétal entre guillemets. Et donc il y a beaucoup d'e-commerçants. En moyenne, un e-commerçant va embaucher 2,1 employés
Donc sur PrestaShop ou en moyenne? Non, en moyenne en Europe. Et donc, en fait, vous devriez faire des études PrestaShop. On le fera peut-être. Hein, ouais. Voilà, c'est une belle manière aussi de mettre en avant la structure comme tu le fais maintenant. Et d'accord. Et du coup, en effet, vous recrutez, enfin, vos e-commerçants recrutent, mais je pense à en effet différentes sociétés, mais Lemon Curve, Agathe Molinard, je crois que c'est du PrestaShop, qui a revendu récemment. Il y a quand même eu pas mal de gros succès de revente sur des e-commerce autour de PrestaShop. Tout à fait, donc on les connaît pas tous, hein, mais... T'en as certains à nous citer, d'autres ou qu'on peut connaître? Lemon Curve, c'est un bon exemple, hein. Ouais. J'adore Agathe, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a construit en quelques années. C'est encore une fois, on retrouve finalement des marqueurs similaires, hein. Elle est passionnée par son métier, elle était ultra impliquée. Bon, il y en a d'autres, je peux pas tous les citer, ouais. Mais en plus, j'ai pas envie de faire de jaloux, et là, on a cité des Français, mais en fait, il y a également énormément de boutiques PrestaShop dans le reste du monde. En fait, à chaque fois quand je pars en vacances, en fait, même sur des petites îles ou autres, dans le Grand Canyon, par exemple, il y a une boutique de bijoux qui est tenue par une famille indienne, en fait, qui fait ça depuis 50 ans. C'est du PrestaShop. Alors qu'aux États-Unis, tu as un ou deux concurrents bien lourds quand même. Oui, tout à fait. Mais voilà, on en a vraiment partout, à Tahiti, dans les Caraïbes, en Alaska. Il y a des boutiques. Est-ce que tu sais combien je crois savoir, mais je vais peut-être dire une bêtise, de boutiques, de sites marchands sont faits sous PrestaShop en pourcentage dans le monde? Alors en pourcentage, c'est un peu moins de 10%, on est entre 5 et 10%. Ouais. C'est toujours difficile d'évaluer le nombre total de boutiques e-commerce dans le monde, mais c'est à peu près cette fourchette-là. Aujourd'hui, nous, on a plus de 250 000 marchands actifs qui utilisent PrestaShop et qui vendent au quotidien. Très bien, c'est fou. 250 000 personnes qui utilisent tes bouts de code que tu as commencé en 2007. C'est bien changé. Pour le coup, c'est le code de la communauté. En fait, on accepte énormément de contributions en fait, de développeurs, d'agences qui améliorent le produit au quotidien pour le rendre plus rapide, plus sécurisé, plus fiable, ou y ajouter des fonctionnalités. Et donc du coup après vous voulez grossir encore, partir à l'international, c'est ça? D'où ce qu'on appelle donc une série A, donc une première. Il y a le seed qui est les 200 000 euros et après on va aller chercher beaucoup plus d'argent pour grossir. Donc après le seed, tu passes de combien d'employés à On était une trentaine d'employés, 30-35 en 2010 et en 2011 on décide d'aller lever donc 3 millions d'euros en série A. Et effectivement pour nous déployer international, et donc là je pense qu'on est passé à 70, on a quasiment doublé les effectifs là auprès de Serena Capital. Donc en effet on a plusieurs fonds en fait qui étaient intéressés, et pour moi c'était important d'essayer de prolonger cette chance que j'avais eue avec les business angels et le côté un peu pas mentoring mais être présent et être vraiment impliqué sur ce qu'allait devenir l'entreprise. Et donc là, on rencontre en effet Serena Capital, qui est un fonds qui est à Paris, qui a été créé en 2008 et qui est un fonds créé par 3 entrepreneurs. Et pour moi, c'était vraiment l'élément. Xavier L'Orphelin, Marc Fournier. Philippe Payat. Et Philippe Payat, que je connais moins, mais en effet, d'accord. Et donc, très impressionné par leur approche, très terrain, très métier, qui est de dire, si vous avez besoin de nous, on a déjà monté une douzaine d'entreprises, à nous 3. On peut apporter du conseil, de l'expérience terrain, un réseau. On veut pas interférer et faire de l'ingérence avec votre quotidien, mais en tout cas, si vous avez besoin d'aide, on est là. C'est exactement donc j'ai la chance de participer au master que dirige notamment Marc Fournier à l'ESCP, d'être coach et de faire des admissions là-bas. Et quand on coach des équipes là-bas sur un projet entrepreneurial, ils me disent tout le temps, tu es à leur disposition, mais s'ils t'appellent pas, tu les appelles pas. C'est-à-dire, en gros, c'est pas à toi de voilà. Et ce qui est toujours un peu frustrant parce qu'il y a des années tu vas avoir une équipe qui va mais pas te lâcher quoi. C'est-à-dire ils vont te demander des trucs dans cette salle de réunion et on est là. J'ai eu un projet, le Klaxon, je salue toute l'équipe qui était là-dedans d'ailleurs. Thibaut Lemonnier, le patron de WeFlash, quand faisait partie une société qu'on a créée avec lui et il nous lâchait pas et il y a l'année suivante j'ai vu l'équipe une fois.
Et donc, et c'est intéressant de se mettre à la disposition sur des questions et d'être vraiment en mode mentoring, coach. Donc oui, en effet, je confirme, c'est intéressant d'avoir un fonds comme ça. Donc très bon fonds. Et en fait, pour moi, ce qui était assez bizarre, c'est qu'on m'avait dépeint une image très noire de ces fonds d'investissement dans leur ensemble, en me disant, tu verras, c'est des financiers, c'est des requins, et ainsi de suite. Alors j'ai peut-être eu de la chance que finalement PrestaShop se débrouille toujours plutôt bien finalement ces 10 dernières années, et qu'il y a eu quelques moments difficiles mais pas non plus énormément, mais la relation avec Serena Capital et deux autres fonds qui nous ont rejoints plus tard a toujours été excellente et en bonne intelligence et à savoir intervenir au moment clé, au moment opportun pour l'entreprise. Donc pour moi ça a été créateur de valeur pour l'entreprise et pour sa communauté d'utilisateurs. C'est un bon fonds qui a bon fonds, quoi. Très bien. Et bien, on note la défense des fonds d'investissement et ce qui est suffisamment rare. Après avoir défendu les banquiers avec Céline Lazorte, on défend les fonds d'investissement avec Bruno Lévesque. On va croire qu'on est les amis de la finance. Ça va être, on va se faire bâcher. Et du coup, là, tu es tu fais ta première levée de fonds et tu es aux États-Unis, toi déjà. Tu es parti en 2010. Tout à fait. Donc je suis parti fin 2010, je crois création de la filiale américaine de PrestaShop. J'ai fait ça en début novembre 2010. Et pour moi, c'était important de partir sur un nouveau challenge. Ça faisait donc 3 ans que j'avais créé PrestaShop et j'avais envie de voir quelque chose de nouveau, un environnement différent. Justement, ce French bashing commençait un peu pas me taper sur les nerfs, mais disons que c'était là, c'était un peu une lame de fond qui est toujours un peu là, un peu présente. Et j'avais beaucoup d'idées, peut-être un peu trop, et fréquemment on m'expliquait pourquoi ce serait pas possible, les problèmes potentiels. Et donc je me suis dit ok, je vais partir aux États-Unis, nouveau défi. Il va falloir remonter une équipe, c'est un marché différent, ça va être vraiment compliqué. Enfin, c'est vraiment comme presque repartir de zéro, sauf qu'on a un tout petit peu plus d'argent. Et c'était une expérience, c'est toujours une expérience très enrichissante, à la fois sur le plan professionnel, mais aussi personnel. Avec une toujours culture, assez drôle, pardon, je te coupe, mais 3 ans sur la vie d'un entrepreneur, ça semble une durée éternelle pour beaucoup d'autres, alors que pour certains c'est rien. Mais c'est vrai que c'est toujours assez drôle de le noter parce que t'as un cycle, souvent c'est 3, 4, 5 ans maximum où on a envie de nouveautés. Mais là, du coup, tu lâches quand même l'opérationnel du navire amiral. Enfin, est-ce que tu vas me raconter, mais tu pars quand même, il y a quand même un truc où tu coupes un cordon ou quelque chose parce que t'as quand même le nerf et le centre des opérations qui est à Paris. Tout à fait. Et toi, tu te casses aux États-Unis. Donc en fait, en effet, c'était un risque et encore une fois, je me suis dit que si je ne prenais pas ce risque maintenant, ce serait compliqué. J'avais lu déjà à l'époque des articles sur les fondateurs de Criteo, de Virtuose et autres qui expliquaient que partir dans un autre pays et lancer une filiale, il faut absolument que ce soit l'un des fondateurs qui aille. Donc je me suis dit ok, il faut que ce soit moi, il faut que ce soit maintenant. Et donc effectivement, si on revient à ne pas être la personne la plus intelligente dans la pièce, à ce moment-là, je me dis ok, la boîte est vraiment sur une croissance à 3 chiffres voire plus. Elle est en train d'exploser, on a les effectifs qui sont en train de doubler, on lève des fonds. Et là, je me dis, j'ai besoin d'un CEO expérimenté qui a déjà fait ça et qui va pouvoir nous amener plus vite que moi, je ne saurais le faire à l'étape d'après. D'accord. Donc moi, je vais me concentrer sur la partie américaine qui certes est nouvelle, mais sur lequel il y a un enjeu qui est quand même moindre. Ah oui, et colossal aussi. Mais oui, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Et je vais recruter un CEO qui va prendre ma place à Paris. Mais sincèrement, je le fais à la fois avec humilité et avec envie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on m'a suggéré ou qu'on m'a imposé. Pour moi, c'était la voie qui était toute tracée pour PrestaShop. Et le boulot de CEO en plus, qui est forcément glamour dans le terme comme ça, mais dans ce genre de boîte, faut aussi le dire, c'est plein de choses qui t'emmerdent. Enfin, je veux dire, toi ou d'autres, mais je veux dire que ce soit sur du légal, que ce soit sur des potentiellement problématiques RH très terre à terre certaines, ou des problématiques je sais pas de contingences quotidiennes. Voilà, c'est potentiellement un peu pénible aussi. Donc après, faut bien s'entourer pour essayer de pas faire de faire ce qui te plaît. Moi, j'aime bien le management, mais il y a des gens qui détestent ça. Et du coup, en effet, finalement,
je peux comprendre que lâcher ça, c'est aussi lâcher potentiellement un poids quelque part. Je sais pas. En fait, quand on démarre une boîte et que on la finance soi-même, on porte un peu tous les chapeaux, toutes les casquettes, on fait les payes, on fait la vente, on fait le service après-vente. Et donc, surtout quand l'entreprise a moins de 5 ou 10 salariés. Et donc, ça permet à la fois d'apprendre de nouveaux métiers, de savoir un peu plus ce qu'on souhaite faire, mais surtout ce qu'on ne souhaite pas faire. Et effectivement, plus les effectifs se sont étoffés, et plus je me suis dit, ok, moi, ce que j'aime faire finalement, là où je suis peut-être le meilleur, c'est sur la création, sur la créativité, sur le produit, sur être au contact de ses utilisateurs. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Tu mets le doigt sur un truc, juste la paye par exemple, tu vois, dans un truc un peu pénible, mais tu as une boîte de 30-40 salariés. Lâcher la paye de tes salariés, déjà à un moment, c'est à quelqu'un, c'est quand même bah, ça veut dire que tu vas te connecter sur l'interface. Après, il y a des choses dans les plus grandes boîtes qui se font automatiquement, mais sur l'interface de ta banque, puis tu vas passer 1h30 à parce qu'il faut pas se tromper, parce que si tu donnes pas assez, c'est quand même vache. Si tu donnes trop, c'est relou d'aller rechercher. Et je veux dire, c'est des choses relativement pénibles qui te prennent un temps et qui est absolument pas efficace. Donc c'est vrai que j'ai noté le petit point là-dessus. À l'époque, j'avais vraiment 2 journées. En fait, j'avais ma journée de 7-8 heures du matin jusqu'à 20 heures, qui était gérer les urgences du quotidien, faire tout ce qui est administratif, les payes, la compta, la vente, etc. Et ensuite, je rentrais chez moi. Pendant 1 heure, j'avais un break. Et de 21 heures à 1 ou 2 heures du matin, je travaillais pour livrer ce qu'on avait vendu aux clients et ce sur quoi on était en retard. Voilà. Tu rajoutes la gestion des enfants au milieu. T'as mes journées de maintenant. J'exagère. Non, mais c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs. En fait, gérer tout ça, c'est hyper intéressant. Et donc du coup, tu débarques à San Francisco directement? Non, New York? Non, alors j'ai débarqué, donc je connaissais très peu les États-Unis et j'avais visité une ville qui avait attiré mon attention pour sa qualité de vie et qualité de travail. Une ville mythique pour les Français, Miami. Ah, d'accord. Et donc je fais un choix à l'époque qui est à la fois professionnel et personnel. De créer un cadre de travail vraiment excellent et un cadre de vie aussi qui soit agréable. Et donc j'ai démarré à Miami. Alors on s'en rend pas forcément compte quand on arrive aux États-Unis, mais Miami est une ville qui a pas forcément une très bonne réputation pour la tech et qui est plutôt centrée sur les vacances, la plage, etc. Les vieux. Les retraités. Et donc, en effet... C'est normalement à moi d'être politiquement correct sur ce podcast. Là-bas, je fais une rencontre, encore une histoire de rencontre finalement qui change votre vie. J'avais contacté une vingtaine d'utilisateurs PrestaShop que je connaissais pas. Et on en avait déjà 400 à l'époque dans la région de Miami. J'en avais pris 20 au hasard. Et je suis tombé sur un e-commerçant qui vendait des aquariums, etc. à ses heures perdues et qui à côté était directeur des opérations pour une grande boîte américaine, coté à l'époque au Nasdaq. Et de fil en aiguille, finalement, on se rend compte que on a été fait pour se rencontrer, pour bosser ensemble. D'accord. Et donc je le recrute, il a été mon premier employé là-bas. Et en 3 ans, on passe de 0 collaborateur à une vingtaine de collaborateurs. Avec une belle croissance à Miami, avec une belle croissance de chiffre d'affaires et surtout une rentabilité au bout d'à peine 1 an. D'accord. Et ça a beaucoup surpris les gens parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui arrivent justement à New York ou à San Francisco qui n'ont pas encore levé de fonds ou très peu de fonds comme c'était notre cas à l'époque et qui se plantent parce que se rendent compte que pour embaucher un commercial là-bas, pour embaucher un développeur, c'est juste inaccessible et c'est des gens qui sont très peu fidèles parce que on en parlait, ils ont beaucoup de choix. On en parlait avec Ilan, un développeur à New York ou San Francisco, c'est minimum $150 000, peut-être 120, je sais pas, je te vois hausser les épaules, tu peux mais c'est vrai que c'est souvent très cher et aussi en effet le côté fidèle, mais ça on le voit dans tous les endroits un peu à flux tendu. À Paris c'est relativement vrai. Aujourd'hui ils sont plus chers et moins fidèles que quand tu vas chercher. Nous on a ouvert un centre de dev où mon associé Pierre, mon frère, est allé à Bordeaux et où c'est encore trop, on n'a pas assez de recul, mais en effet la vie étant moins chère, les salaires sont un peu en dessous et on sait que la réputation est d'avoir des personnes plus fidèles dans des endroits comme ça parce que c'est moins en flux tendu. D'accord. Et donc Miami,
de quelle année à quelle année? Donc de 2010 jusqu'à 2014. D'accord. Et entre-temps, je faisais pas mal de voyages dans la Silicon Valley. Ouais. Et j'étais vraiment très curieux. Il y avait beaucoup de très belles réussites là-bas. Et à chaque fois, je restais juste 1 semaine ou 2 semaines. Et je me rendais compte que là-bas, quand on est juste de passage, finalement, les partenaires qu'on peut rencontrer ou autres vous prennent pas forcément très au sérieux. Et ils font une grande différence entre quelqu'un qui est présent sur place et qui vit là, etc. Mais ça se voit au travers des conversations. Ils vont vous faire des petites blagues, des références culturelles sur l'équipe locale de baseball et autres. Ouais. Et en fait, si on n'a pas cette connaissance-là, on va rater justement le fit qu'il peut y avoir avec un client ou autre, un partenaire. Et donc là, je me suis dit, ok, ça fait 4 ans que je suis à Miami, j'ai beaucoup appris, la boîte s'est bien développée. Maintenant, quelle est la prochaine étape? Et donc je me suis dit, ok, je vais partir dans la Silicon Valley. Par contre, là, j'avais interrogé beaucoup de monde là-bas. Il y a un très bel écosystème. J'ai rencontré notamment Carlos Diaz, qui est un entrepreneur assez connu dans la Silicon Valley, qui fait des chroniques sur France Info. Et donc, on m'a mis en garde dès le début. Attention, si tu veux monter une équipe de R&D ici, c'est très compliqué, c'est très cher, ne le fais pas. Et tu laisses ton équipe à Miami aussi? Alors à Miami, pareil, je recrute finalement un manager qui est toujours là, qui est génial et qui prend les équipes en main et qui gère le quotidien et qui continue à faire croître le business. D'accord. Et donc tu pars t'installer là-bas. Tu retournes à Miami encore un peu? Oui, de temps en temps, tous les 3 mois pour quelques jours. Et donc c'est intéressant de voir comment ça évolue. Mais sinon, je passe là 99% de mon temps à San Francisco. Et en partant à San Francisco, je décide également avec notre CEO finalement de prendre un rôle un peu moins opérationnel et de me concentrer sur les relations plus avec les investisseurs potentiels, les actionnaires, et en même temps de profiter d'être dans la Silicon Valley pour bénéficier d'idées innovantes et pour rencontrer des partenaires qui sont présents que là-bas. Donc tu fais une sorte de pas en arrière, ce qu'on appelle un step back, hein, c'est ça, tu deviens président, c'est ça, voilà. Et donc tu as un DG ou un super DG, un CEO qui est une femme. Une CEO, tout à fait. Il s'appelle Corinne Lebovitch, voilà. très expérimentée. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était il y a 12 ans, lorsqu'elle prenait la tête de leguide.com. D'accord. Lors de son introduction en bourse, en fait, un peu avant. D'accord. Et du coup, Corinne gère tout depuis Paris aujourd'hui. Et les équipes, les bureaux se trouvent où, du coup, Paris, Miami? Alors, on a 5 bureaux. On a un bureau à Paris, on a un bureau à Barcelone, on a un bureau à Milan, un bureau à Berlin. On a un bureau à Miami et à San Francisco. Et donc, à San Francisco, c'est juste moi. Donc, d'accord. Toute petite équipe. Miami, on a une 15aine de collaborateurs. À Paris, c'est un peu moins d'une centaine. Et puis après, nos bureaux européens sont un peu plus petits aussi. Mais pour nous, c'est important d'être présent physiquement aux côtés de notre communauté. D'accord. Et donc, toi, du coup, tu fais encore la tournée des popotes, tu vois les équipes, tu vois tes investisseurs, mais au quotidien, tu n'es plus les mains dans le cambouis, quoi. Tu travailles plus. Je suis moins en contact des équipes, en effet, et plus du tout au contact du code source ou du produit. Je suis plutôt sur des initiatives à côté. On parlait tout à l'heure d'algorithmes et de machine learning. Je suis plutôt là-dessus. Je suis plutôt à rencontrer des investisseurs si un jour on décide de lever des fonds à nouveau. Je vais aller rencontrer des partenaires à San Francisco. Vous avez des belles entreprises comme Zendesk ou Uber ou autres, pour voir comment on peut collaborer avec elles sur PrestaShop. Et c'est plutôt ce type de relation. Donc c'est un rythme qui est différent, c'est peut-être moins soutenu, mais c'est plus dans la réflexion et dans la durée pour construire l'avenir en bonne intelligence avec... Forme d'ambassadeur, quoi, un peu... Oui, président. Oui, président. Non, mais il y a ce côté un peu... Et voilà. La relation très... je veux dire, par rapport à Uber ou Zendesk, c'est un peu il y a un peu de président, mais une forme de lobbying aussi pour montrer que vous... Oui, il faut évangéliser la technologie, le produit, la communauté. Sachant hyper crédible auprès d'eux, parce que t'es quand même le fondateur et le président, donc c'est... Non, je pense que ça permet d'initier en fait des bons contacts et des bonnes relations, et ensuite les équipes prennent bien entendu tu te fais plaisir quand même un peu, en fait.
Disons que c'est différent. J'ai vraiment eu 4 ans, tu te fais plaisir, 4 ans de démarrage, 4 ans ensuite à Miami, et puis là déjà 2 ans, puis peut-être plus sur ce rôle-là. Mais en fait, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, je me rappelle ce que j'ai dit à mon cofondateur la première année. Je lui ai dit bon, moi PrestaShop, ce sera pour 2-3 ans. Ensuite, je monte autre chose, puis encore autre chose. Je me voyais vraiment comme un serial entrepreneur, et je pense que là où je suis assez bon, c'est au début, c'est sur la création de valeur en fait, très rapidement dans les premiers mois. Et là où je suis peut-être moins bon, c'est sur ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire quand l'entreprise commence vraiment à croître de façon importante. Comme dirait Peter Thiel, le 0 to 1, quoi. Oui. En effet, c'est une race particulière, mais que j'affectionne particulièrement, le vrai entrepreneur. Ce qui est difficile, c'est que c'est pas là où tu crées le plus de valeur en plus, le 0 to 1. Disons que ça, on pose les briques de, ouais. On crée la fondation de ce que va être l'entreprise, et donc c'est important à la fois sur la culture d'entreprise, les valeurs de l'entreprise. Enfin, il faut vraiment avoir des marqueurs assez forts pour qu'ils restent dans la durée. Et je reviens juste sur une chose qu'on disait tout à l'heure, le fait que l'entrepreneur, celui qui est comme toi, je pense un peu être comme ça aussi, hein, mais sur ce 0 to 1, j'aime bien créer des choses from scratch. On disait que il y avait une sorte de sacerdoce, notamment au niveau financier. Il peut y avoir pour ceux qui marchent très bien, des grosses sorties, et je te le souhaite, mais il peut y avoir des grosses gamelles. Mais si on veut vraiment potentiellement kiffer et gagner de l'argent, c'est sur le 1 to 2, aller de 1 à 2 une fois que toi tu step back, parce que là tu peux à la fois avoir un salaire, à la fois, alors évidemment tu vas pas choper 45 ou 50 ou 60% du capital, ça c'est plus possible, mais à la fois avoir un beau pourcentage d'une boîte qui commence déjà à bien marcher. Donc pour les étudiants qui nous écoutent, en tout cas dans l'entrepreneuriat, être dans celui qui récupère le bébé juste après, être bon sur cette période, c'est potentiellement assez intéressant, rémunérateur, et un point que peut-être toi et moi on saurait pas faire. En effet, enfin c'est vraiment très différent, et un conseil que m'a donné mon associé, mon cofondateur à l'époque, c'était de me dire non, mais l'entrepreneuriat c'est pas 2 ou 3 ans, c'est un marathon, ça peut durer 10 ans voire plus. Et donc il avait raison, puisque ça va faire 10 ans. Ouais. Et donc c'est un marathon entrecoupé de sprints, et tu verras, c'est un grand 8. Il y a des moments où il y a des très bonnes nouvelles, il y a des moments où ça va pas du tout. Mais donc il faut absolument que tu vises loin sur la durée, que tu t'éparpilles pas et que tu restes concentré. Et je pense que ça a été un très bon conseil. Et effectivement, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est d'avoir ces phases de 3-4 ans avec des jobs différents au sein de la boîte. Des casquettes différentes, et donc ça c'est intéressant, et de continuer à apprendre et à se développer. Très bien. Et alors aujourd'hui, du coup, tu vis à San Francisco, dans le centre. Tu as une vie d'Américain. Tu rencontres des gens incroyables, j'imagine, des entrepreneurs fous. Tu peux nous en citer quelques-uns ou... Alors une vie d'Américain, je ne sais pas, mais donc en fait il y a un mix culturel impressionnant à San Francisco. Il y a beaucoup de talents en effet, comme il y en a ailleurs dans le monde, mais là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une concentration. Et il y a une bataille entre eux. Donc non, personne en particulier en fait à SF, je vais pas citer de nom, mais en fait il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, je vais citer un nom quand même. La semaine dernière, par exemple, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui de façon très humble, pendant 1 heure et demie, donc je faisais partie d'une petite audience, il y avait quelques centaines de personnes, et donc il répondait à des questions one-to-one, il partageait son expérience, il racontait sa jeunesse avec Steve Jobs. Donc voilà, je pense que c'est ce genre de moments qui sont uniques, et être là-bas, ça permet de vivre ça, et même si ça aide pas forcément immédiatement sur son quotidien, ça permet en fait dans la durée de se construire et de grandir. Et après, je rencontre plein de porteurs de projets, des partenaires et autres. Donc, non, c'est intéressant au quotidien. Et ça bouillonne, donc ça attise forcément votre curiosité d'être là-bas. Et je fais à peu près 2 à 3 événements par semaine. D'accord. Donc, il y en a vraiment beaucoup là-bas. Et du coup, ces événements ont pour but de justement toujours apprendre, j'imagine,
t'es finalement toujours dans l'apprentissage. Il y a énormément de partage de l'information là-bas, donc ça c'est intéressant. Et donc il y a des événements par exemple autour du product management, donc c'est comment on gère un produit, ses utilisateurs, ses interfaces et ainsi de suite. Donc ça il y en a beaucoup. Il y a un événement que j'affectionne particulièrement qui s'appelle DBF, qui est donc à Palo Alto, à Redwood. Tous les mois ils prennent un entrepreneur, alors en l'occurrence un entrepreneur français ou francophone qui a bien réussi dans la Silicon Valley et qui vient partager son expérience depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Et donc il y a eu notamment par exemple Alex Lebrun qui est fondateur de Virtuose, qui travaille aujourd'hui chez Facebook, qui travaille sur Facebook M. Mais il y en a eu parlé aussi avec Simon Davlat puisque tu es premier investisseur. Il y en a eu de nombreux autres et donc c'est hyper intéressant. Enfin franchement c'est très formateur. Et là-dessus, t'écris des choses, tu renvoies des choses à tes équipes ou c'est vraiment très personnel? Alors j'échange pas mal avec la CEO, je suis beaucoup moins en contact avec les équipes terrain qu'avant parce qu'on se répartit les rôles de façon assez claire. Mais j'échange pas mal avec le board, avec mes investisseurs, avec la CEO. Mais tu leur remontes tu leur échanges des choses que tu vas d'accord. En effet, on parlait tout à l'heure de réalité virtuelle. La réalité virtuelle et l'e-commerce par exemple, c'est quelque chose qui va vraiment percer. On parlait de machine learning, d'intelligence artificielle, la recommandation et énormément de choses qui vont arriver. Exactement. D'accord. Très bien. Et du coup, tes journées là-bas sont très différentes de ce que tu pouvais avoir à Paris, j'imagine. Un rythme aussi assez différent, du coup, puisque on démarre assez tôt en fait pour travailler avec l'Europe. Donc c'est rare que je sois réveillé après 6h, 6h30. D'accord. Et je suis au bureau assez tôt pour passer des premiers coups de fil avec l'Europe. Et ensuite vers 10, 11h, c'est une deuxième partie de journée qui démarre, plus avec les US cette fois. D'accord. Et on finit la journée assez tôt, vers 5h. Beaucoup de sport. Les Américains, en tout cas SF, prennent pas mal de temps pour eux, pour se construire professionnellement, mais aussi personnellement. D'accord. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai eu pas mal. Comme sport, du coup, là-bas, j'ai eu beaucoup de mal au début à faire ça, mais badminton, un peu de running, mais beaucoup de badminton. Oui, c'est un sport que j'aime bien. Et du coup, t'as changé ce mode de vie de workaholic quelque part. Tu réussis à prendre plus de temps pour toi finalement depuis quelque temps. Alors je pense qu'en effet c'est vraiment un risque quand on est entrepreneur, un risque de surchauffe. On a quand même beaucoup de contraintes et de stress inhérents au métier qui peut s'accumuler. Et donc effectivement arriver là-bas ça a permis de tourner un peu une page. Et n'ayant pas d'équipe sur place à gérer, donc j'ai un agenda qui est forcément différent. Donc oui, j'ai pris plus de temps pour moi. Je me suis mis notamment à la pâtisserie, boulangerie, pâtisserie, la pêche, je sais pas, tout un tas en fait d'activités qui sont assez reposantes et créatives en même temps. Et donc, j'allais dire, tu t'es mis pâtisserie, boulangerie, pêche, tu t'es mis des trucs de vieux, quoi. En fait, c'est possible. Peut-être vieilli avant l'heure, mais en fait, pour moi, ça permet. De personnes âgées, pardon. Ça permet de faire un peu le vide et en même temps d'être créatif. Et donc, quand je fais de la pâtisserie, par exemple, quand je vais faire une religieuse ou un Saint-Honoré pour en faire saliver certains, je vais vraiment être dans mon monde pendant 2-3 heures, ne penser qu'à ça, faire le vide et en même temps être concentré, essayer de faire un truc sympa. Et finalement, il y a beaucoup de similitudes avec les tout débuts de PrestaShop. Je suis impatient de goûter le Saint-Honoré ou je préfère la religieuse d'ailleurs, chocolat du fondateur de PrestaShop quand même, l'expérience de folie. Mais figure-toi que tu n'es pas le premier ingénieur qui a une passion pour la pâtisserie, puisqu'il se trouve que Pierre, éminent ingénieur, Pierre Stéphanie, mon frère, dont je parlais tout à l'heure, est aussi assez féru de pâtisserie. C'est assez marrant. Et du coup, en revanche, t'as pas lâché le code, hein. Si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu fais encore, mais t'es moins hardcore ou tu tapes des grosses sessions quand même? Mais non, alors pas de grosses sessions. Je pense que je suis plus efficace qu'avant. C'est-à-dire que avant, j'avais plutôt tendance à coder pas mal de petits bouts, à les tester régulièrement, tandis que là, je peux faire 3/4 d'heure, 1 heure de code sans vérifier le résultat et finalement que ça marche. Donc plus réfléchi, plus posé, plus structuré. Je réfléchis beaucoup plus en amont à ce que je vais faire. Je coach également un étudiant là qui est à l'école 42 là de Xavier Niel, mais aux US. Ok. Donc non, j'ai pas lâché le code. J'en fais encore un petit peu pour PrestaShop sur ce qui est machine learning. Ok. Donc c'est intéressant. Et pour moi, c'est important quand même de rester au contact. Tu peux décrire un peu ce que tu fais là-dessus ou c'est Je peux expliquer. Alors j'ai deux projets en particulier. Il y en a un, c'est sur de la recommandation de produits, où là on travaille avec un grand partenaire
qui fournit un algorithme donc en machine learning pour recommander les bons produits aux visiteurs des sites e-commerce, et c'est assez poussé. Et un deuxième sur lequel je suis parti from scratch. Donc en fait, j'ai suivi des cours que Stanford met à disposition, l'université de Stanford, sur le machine learning pendant 3-4 semaines. En ligne sur Coursera, exactement. Ouais. Un MOOC, donc c'est ça? C'est ça. Que tu as payé? Non, c'est gratuit en l'occurrence. Bon, c'est assez technique et c'est assez mathématique, et c'est là que les maths vous rattrapent. Nous, on invite énormément de nos salariés, collaborateurs à faire des cours sur Coursera, avoir l'opportunité de faire des cours gratuits, certains payants, mais de Stanford de 5 semaines, tu vas nous raconter, mais c'est quand même fantastique. Je veux dire, c'est même unique. Donc c'est vraiment du pas à pas, en mode tutoriel, très intéressant, très bien expliqué. Il faut un niveau de maths pour ce cours-là en l'occurrence. Tu me l'enverras, je le partagerai sur le site. J'imagine qu'il est reconduit. Donc, il est très connu, ça fait 3-4 ans qu'il existe, et il y a eu beaucoup de gens qui l'ont pris, plusieurs millions je pense. Donc j'ai suivi ce cours, et ensuite je suis parti sur un algorithme, une idée que j'avais, qui était d'essayer de prédire en moins de 15 secondes sur n'importe quel site e-commerce, si un visiteur qui arrive, peu importe si on le connaît déjà ou pas, de prédire le pourcentage de chances qu'il passe commande. Donc tu vas savoir s'il va acheter ou pas. Imaginez aujourd'hui en magasin physique, si vous franchissez le seuil de Castorama par exemple, peu importe, et juste une caméra vous regarde, et en 10 secondes, elle peut prédire si vous allez acheter ou pas, et quel va être votre panier moyen, et peut-être même quel type de produit vous allez acheter. Donc le but, c'était de faire ça. Et donc j'ai lu pas mal d'études, j'ai parlé avec des gens justement à Berkeley qui avaient fait des études sur l'analyse comportementale des visiteurs sur Internet. Donc ils essayent de déterminer comment les gens se comportent en fonction de la vitesse de leur souris, de leur vitesse de frappe, et ainsi de suite. Et donc j'ai fait un petit module PrestaShop qui, avec ces algorithmes de machine learning, apprend au fur et à mesure des mois qui passent le profil des visiteurs d'un site, et ensuite arrive à déterminer avec à peu près 70-75% d'exactitude si quelqu'un va passer commande ou non. Je pense que je pourrais parler de ce truc pendant des heures déjà, mais sans y aller. Mais alors, et si j'ai envie de te poser une question, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt en fait pour un marchand, c'est de se dire que sur les visiteurs sur lesquels il est à peu près certain qu'ils vont passer commande, il va peut-être leur proposer des produits additionnels, ou il va chercher à augmenter la taille de leur panier moyen. Et à l'inverse, sur ceux qu'il va potentiellement perdre, il va pouvoir être plus agressif marketingement, leur proposer peut-être un code promo, ou leur proposer quelque chose, des incentives à finalement passer commande. Oui, de faire de l'embasement, rentrer un email, etc., etc. Et du coup, très bien. Et du coup, on note que tu t'as vraiment pas lâché vraiment le code. Ça, c'est assez passionnant. Et aujourd'hui, donc tu le vends ce module? On le commercialise pas encore. Je sais pas ce que ça deviendra. En fait, à ASF, le bureau, on l'appelle PrestaShop Labs parce que justement, on fait quelques tests comme ça, quelques POC, comme on dit, des proof of concept. Mais ça n'a pas forcément une vocation commerciale, en tout cas pas immédiatement. Donc c'est plus une expérimentation pour réfléchir à ce que peut devenir PrestaShop dans quelques années. D'accord. C'est passionnant. Je vois que tu lâches rien, en tout cas sur tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Écoute, je pourrais durer des heures. On pourrait parler un peu plus de ta vie et de pas mal de choses. Si tu l'as dit tout à l'heure, mais si tu devais te retourner 20 ans en arrière, ou pour ces personnes qui ont 20 ans de moins, et leur parler de tes échecs, ou te dire à toi-même qu'est-ce qu'il faut éviter, à quoi tu penserais, c'est quoi les premières choses, les premiers écueils? Alors, 3 choses. La première, c'est lancez-vous tôt, lancez-vous à fond, mais lancez-vous le plus jeune possible, parce que justement il y a moins de contraintes, et si vous vous plantez, ce qui est possible, et c'est pas grave, en fait il y aura moins de conséquences. Donc on n'écoute pas les gens qui nous disent faut d'abord une première expérience, croyez en vous, dashboard. C'est bien d'avoir une première expérience, mais elle a pas besoin d'être de 10-15 ans. Vous pouvez faire 1 an, 2 ans, 3 ans, donc commencez le plus tôt possible. Ensuite, surtout, on disait tout à l'heure, bien s'entourer, c'est vraiment la clé. Je pense que moi, ma chance, ça a été, et c'est d'être vraiment bien entouré, et d'avoir été entouré à chaque étape de l'entreprise. Il y a un peu de feeling là-dessus, mais il y a aussi beaucoup de rationnel, j'imagine. Alors, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment important de s'associer avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont la même passion, et qui vont avoir les mêmes intérêts en fait. Et qui travaillent dur.
Voilà, qui travaille dur, donc un alignement en termes d'intérêt et aussi d'objectifs. Voilà. Donc ça c'est plus simple. Et ensuite qui travaille dur, pardon, hein, je t'interromps avant le troisième parce qu'une bonne bande de branleurs, ça va nulle part en fait. C'est un peu l'idée quand même. Donc oui, en effet. Et après, justement en termes de travailler dur, je pense que quand on est au début d'une boîte, on est vraiment à fond, on est à 300%, etc. Et ce qui est important, c'est que ces premiers jours, finalement 3 ans après, 4 ans après, il faut essayer de rester dans ce mode-là et que chaque journée soit comme le premier jour. Donc le premier jour, finalement, qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? On est déjà forcément un challenger parce qu'on n'est pas encore leader. Ouais. Donc on est humble, on doit travailler dur, on doit rester créatif et on doit essayer de faire le meilleur usage possible de notre temps. Donc je pense que si on arrive à garder ces quatre objectifs en tête au sein de l'évolution de l'entreprise, déjà on limite les dégâts. Créatif, meilleur usage de ton temps et il m'en manque un. Je sais. On faudra écouter, vous réécouterez, vous ferez 10 secondes en arrière sur votre podcast. C'est des valeurs qui, je pense, correspondent pas mal à ce que tu dois mettre en avant en tant que start-upper, en effet, et qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises. Certains nous montrent d'autres choses. Récemment, le patron d'Uber, un peu des choses un peu plus dark, mais bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Notre CEO en fait m'a dit quelque chose là-dessus il y a quelques mois. On parlait ensemble de ce qu'aiment les entrepreneurs et de ce qu'ils n'aiment pas, et elle m'a dit, tu sais, un entrepreneur construit toujours une entreprise qui lui ressemble. Et je pense que c'est très vrai et c'est un très bon résumé finalement. Donc ce qui est important, c'est de faire quelque chose que vous aimez, de la façon dont vous aimez, et si vous n'arrivez pas à réunir ces conditions, de toute façon ça durera probablement pas très longtemps. Donc voilà. D'accord, très bien. Et question outils. Aujourd'hui, si tu avais des outils à recommander ou même partager tes outils, c'est quoi tes outils informatiques, tes outils, même éventuellement ton code que tu pourrais recommander à des ingés, enfin plusieurs choses. Alors on est très classique à titre personnel. Moi, ma bible, mon quotidien le matin quand j'arrive, c'est Hacker News, qui est un site donc de Y Combinator qui regroupe beaucoup de news. Oui. C'est Product Hunt, bien sûr. Donc c'est déjà avant tout pas mal de veille pour rester curieux, mais après au quotidien très classique, ordinateur, Windows, Notepad++. D'accord. Les basiques. Même pas sur Google Docs et Google si, non, on a beaucoup d'outils SaaS, que ce soit justement pour gestion des documents, gestion de la paie, gestion du support. On travaille avec Zendesk, bien sûr. Est-ce que je vais avoir quelqu'un enfin qui n'utilise pas Slack? Alors on utilise Slack, nous. Ouais, non, on utilise Slack en interne. Non, on est très classique, donc pas de conseils particulier là-dessus. Voilà, essayez de gérer efficacement vos tâches. Moi, il y a une méthode que j'aime beaucoup qui est la méthode GTD, Get Things Done. Getting Things Done. Il y a des bouquins et beaucoup de pratiques là-dessus. Voilà, le fondement de cette méthode, c'est de dire que si vous n'avez pas listé 100% des tâches que vous avez à accomplir, que ce soit à titre perso ou pro. Si par exemple, comme beaucoup de gens, vous faites des to-do mais que vous mettez 80 ou 90% seulement des tâches dedans, en fait c'est 10% qui manquent. Ils vont être ressassés en permanence dans votre cerveau, le jour ou la nuit. Et vous vous empêchez de penser clairement ou de vous organiser parce que vous allez toujours dire « Ah mince, c'est vrai qu'il faut que je fasse mon contrôle technique ou autre ». Donc la base de cette méthode, c'est on note tout, systématiquement tout ce qu'il y a à faire. J'ai Bruno avec un carnet devant moi, je pense qu'il note tout, mais et après il y a aussi plein d'applications qui permettent aussi de suivre tout ça, et notamment ce qui était un peu aussi la base de Productive d'Ilan à Beacera finalement. D'accord. Et niveau code, tu dirais quoi alors pour nos amis ingénieurs? Qu'est-ce qu'il faut tester comme techno, comme Alors, ce qu'il faut surveiller absolument en ce moment et qui est en train de décoller dans la vallée, c'est React, donc qui est proposé par Facebook, donc React et React Native. Donc à surveiller de très près. Puis après, Angular dans sa nouvelle version, mais ça c'est déjà un peu plus éprouvé. Tout ce qui est autour de Node.js. Et après sur la partie data, tout ce qui est algorithmie, formez-vous aux bases de tout ce qui est algorithmie, machine learning, suivez les MOOC en ligne. Je pense que si déjà vous arrivez à cocher ces cases-là, vous êtes tranquille pour les 5 ou 10 prochaines années. Et pour les moins ingés, créez vos sites sur PrestaShop, quoi. Si vous voulez vendre quelque chose, évidemment. L'instant promo. Écoute, on va s'arrêter là. À moins que tu aies des choses à ajouter, que je sais pas.
Non, rien de très content d'avoir partagé ce moment ensemble. Une très belle rencontre. Je te remercie Bruno vraiment d'avoir passé ce temps. Alors je te souhaite un bon retour à San Francisco et puis on se reparle bientôt. Puis tu m'envoies des Français qui t'intéressent quand tu veux pour les prochains épisodes parce que c'est vraiment intéressant d'avoir des gens qui ont franchi ce cap aussi. Génération Do It Yourself, c'est vraiment l'idée de dire et de suivre les gens qui passent ces choses. Toi, tu l'as fait très jeune et j'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Les gens qui partent aux États-Unis, les gens qui vont vraiment dans le grand bain de la Silicon Valley, c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Donc je te remercie, c'était passionnant. Merci. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet épisode. On est allé un peu dans différents chemins. On a exploré différentes choses. Évidemment, PrestaShop est une société dans laquelle Bruno est toujours impliqué, donc on ne pouvait pas rentrer dans tous les détails des deals, dans toute l'arrière-cuisine. Mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir parler de son personnage un peu atypique, de tous ces aspects très précoces qu'il a pu avoir, et puis de finalement aussi ses recherches. Il m'expliquait qu'il code encore beaucoup de petits algorithmes et scripts qui permettent de récolter pas mal d'informations, et donc c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Si on va essayer de faire un suivi sur cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Je vous remercie en tout cas de nous suivre et vous pouvez ajouter Bruno ou moi-même sur les réseaux sociaux ou me contacter directement par email matt@cosavostra.com cosavostra.com. Voilà, Génération Do It Yourself, épisode 5, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.